Bonsoir tout le monde. Je vais pas vous demander si vous allez bien parce que je suppose que la réponse sera non, mais je dirais que je suis quand même malgré tout ravi de vous retrouver pour cette dernière émission du Salon Tactique. Nous sommes déçus, vous êtes déçus, nous sommes collectivement déçus du résultat de ce match, mais nous allons en discuter aujourd'hui. Nous allons un petit peu décrypter qu'est-ce qui s'est passé, parler un petit peu de la non-rencontre, puis de la rencontre des Bleus, du scénario de ce match et au final parler un peu de tout ça et toujours avec une équipe de choc, toujours avec les mêmes frérots dans le chat. On vous remercie, les auditeurs et auditrices, euh, d'être autant présents pour le salon tactique. Et puis on verra peut-être après la fin de la Coupe du Monde s'il y a moyen de continuer cette belle aventure. Mais en tout cas, pour le temps que ça a lieu, ça a été très cool de vivre ce mois de Coupe du Monde avec vous et notamment avec Monsieur Dan Pérez. Comment vas-tu, Dan? Salut Zach, bah évidemment on a connu des meilleures journées, mais puis d'un autre côté, je pense que c'est une finale de Coupe du Monde, un match qui restera dans l'histoire, dans la légende et dans nos souvenirs, parce qu'il s'est passé tellement de choses, c'était dingue. Donc au final, on a été traversé par beaucoup d'émotions. Et donc, tu sais, nous on n'a pas joué le match, mais c'est comme si on était aussi épuisés que les joueurs. Monsieur Raphaël Cosmidis, quelqu'un qui avait une opinion à la fois assez critique et à la fois quand même assez justifiée. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Non, mais déçu forcément parce que bon, on s'identifiait quand même à l'équipe de France et notamment à tous ces jeunes joueurs qui ont apporté sur ce match-là. Donc, le plus douloureux, c'est que l'équipe de France soit passée, plusieurs fois tout près d'un deuxième titre de suite, malgré une première partie de match très, très difficile. Mais après quand tu vois des joueurs, aller chercher un scénario comme ça, bah, tu as envie derrière qu'ils soient récompensés. Donc forcément déçu, forcément. Mais un match, spectaculaire, émotionnellement très fort, avec plusieurs parties. Une partie tactique d'abord, une partie émotionnelle ensuite. Des moments, je pense dont on se souviendra toujours, où ça peut être des regrets, mais aussi des moments de fierté, parfois. Donc voilà, non, une finale historique de toute façon. Je sais pas si c'est la meilleure finale, depuis très longtemps, mais en tout cas la plus disputée, la plus spectaculaire, avec le plus de retournements de situation. J'ai du mal à me souvenir d'une autre finale, en tout cas de notre vivant, il y en a pas eu. En termes de Donc voilà, non. scénario, je pense qu'il y a peu de finales qui l'égale. Ouais, certains citaient la 86, mais c'est en termes de scénario pur, pas forcément de niveau de jeu, quoique l'Argentine fait un très bon match. Mais ouais, en termes de scénario, je pense que c'était quand même assez dingue pour une finale. Ouais, non, mais c'est ça et tu vois, 2006, on l'a vécu, on était plus jeunes, il y avait eu des moments, des moments difficiles, comme la séance de tir au but, l'expulsion de Zidane. Mais il y avait eu moins de buts, moins de retournements de situation, donc ça avait été un peu différent. Il y avait eu quelques occasions, mais pas autant que là. Là, il y a eu des minutes de jeu où, France et Argentine auraient pu chacune marquer, 1 voire 2 buts. Donc c'était un match très particulier et qui a vraiment viré dans des moments de folie, de momentum, de dynamique, de transition, et du coup, ça a plutôt bien résumé la coupe du monde, ce match en 2 temps entre, ce qu'a proposé l'Argentine pendant 1 heure contre la proposition de la France et puis ensuite le la folie qui s'est installée avec les changements et l'équipe de France qui arrive à revenir au score. Entrons dans le vif du sujet, les amis. Habituellement, je vous demande toujours comment est-ce que vous avez vécu le match de prime abord, mais cette fois, je vais commencer à prendre la parole. Voilà, je prends le lead un petit peu, je dis un peu mes impressions les plus primaires, et puis on en discute ensemble et on analyse en profondeur. Que dire? Un non-match complet de l'équipe de France pendant 70 minutes. Assez terrible, assez peinant à voir. Une équipe de France qui se fait bouffer dans les duels en déséquilibre total de partout. Ça fait écho un peu à ce qu'on disait, et ce que tu disais notamment toi, Raph, mais en déséquilibre de partout. Côté droit, avec un Di Maria qui a fait voir la vie en bleu à Jules Koundé. Un McAllister qui a également fait un très bon travail côté droit, mais une équipe d'Argentine qui collectivement est à un tout autre niveau. Un milieu qui peine à exister, une équipe souvent coupée en deux, mais un milieu qui a du mal à avoir une proposition face au milieu argentin et au pressing argentin, ce qui a souvent forcé un peu des longs ballons, je trouve. Et, et c'est assez terrible à voir parce qu'au final, les changements ont été nécessaires. C'est des changements dont on parlait hier avec l'entrée de Marcus Thuram qui s'est placé à gauche pour laisser place à Kylian Mbappé en neuf, même si les deux ont pu permuter une ou deux fois. Mais au final, ce penalty qui, du coup, nous remet dedans et les différents entrants qui changent doucement en même temps que le scénario la donne.
L'entrée de Kamavinga est très bonne. L'entrée de Randal Kolo Muani avec beaucoup de personnalité fait beaucoup de bien. L'entrée de Marcus Thuram également. On peut également citer Kingsley Coman qui fait une très bonne entrée. Mais au final, une équipe qui passe complètement à côté de sa copie. Un Griezmann invisible, un Kylian Mbappé qui touche 10 ballons lors de la première mi-temps. Très difficile à réussir à le trouver, très difficile à réussir à créer des actions. Et une réaction tactique de Deschamps au bout de 40 minutes. C'est quand même rarissime de voir ça. Avec un Dembélé qui a eu énormément de mal, aucun duel gagné, beaucoup de ballons perdus, et une équipe qui a eu les jambes qui tremblent, hein, avec beaucoup de passes ratées, des passes en touche, des passes mal ajustées. Tu sentais un peu la pression. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de tout ça? Euh, on est obligé de découper le match. Ouais. Donc effectivement, de partir d'abord sur la première heure. Tu vois, on imaginait un Scaloni un peu plus conservateur, alors soit avec un milieu supplémentaire, soit avec un défenseur supplémentaire, mais en tout cas un joueur supplémentaire derrière Messi. Et finalement, il nous a surpris, il faut le dire, et je pense qu'il a aussi surpris l'équipe de France en alignant Di Maria à côté gauche. Ouais. Je pense qu'il est parti du principe que de toute façon, on l'a démontré à chaque fois ici, toutes les équipes, tous les adversaires des Bleus arrivent à avancer sur le terrain. Parce que ta manière de défendre, vu que tu n'arrives pas à presser, tu sais pas trop le faire. Heu et qu'ensuite, quand tu es un peu plus bas, mais en fait, on l'a expliqué, on va le montrer après, mais c'est assez facile d'avancer et on avait dit à quel point Tchouaméni et Rabiot avaient des zones très larges, à gérer. Donc l'Argentine a dit: «De toute façon, on va réussir à avancer». La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite? Puisqu'on sait que l'équipe de France se regroupait plutôt bien dans sa surface et gérer la surface avec des joueurs de qualité. Et bien, en fait, là, non seulement l'équipe de France était forcée de reculer, mais en plus, il y avait une solution supplémentaire à l'opposé, donc avec Di Maria, qui a donné. Donc, tu t'étais obligé de reculer, tu pouvais pas jaillir sur Messi. Et comme tu devais te contracter dans l'axe en reculant, bah, soit tu laissais Messi envoyer sur Di Maria sa diagonale préférée, Ouais. soit tu laissais les milieux aller tout de suite chercher Di Maria. C'est pour ça qu'on l'a autant vu. C'était impossible en fait d'aller le chercher dès le départ pour les défenseurs. C'est pour ça que j'en veux pas énormément à Koundé non plus. Mais disons que l'Argentine a assumé l'idée de se dire: «OK, on a bien étudié l'équipe de France, on va réussir, on n'a pas besoin d'un joueur supplémentaire à la construction, on va réussir à avancer». Et puisqu'on l'a fait reculer, en plus, ça nous facilitera même la gestion des transitions parce qu'ensuite, il y a juste à gérer Mbappé puisque Giroud est inopérant en contre, que Dembélé et Griezmann partent de trop bas et qu'en plus, l'équipe de France, et ça, il faut quand même le dire, semblait un peu ailleurs, quoi. Alors, est-ce que c'est le virus? Est-ce que le déchet technique qu'on a vu, le manque d'impact physique, je pense que la question n'est pas uniquement tactique. Mais en tout cas, c'était étonnant de les voir aussi, comment dire? Aussi peu dans l'impact, aussi peu précis, alors le trio Griezmann, Dembélé, Théo, ça a été un festival, notamment, au moment de ressortir la balle Oui. et donc tu prends des vagues, forcément, tu t'exposes à, bah, à souffrir face à une équipe qui a du talent et toi, vu que tu es pas dans ton match, tu es plus disponible aux erreurs et aux fautes de concentration. Monsieur Raphaël. J'entends l'argument du physique, pardon, du virus. Alors après, ça, c'est toujours difficile de savoir à quel point c'était le cas, quel joueur était touché. Parce que quand tu reviens à 2-2, ils ont couru quoi d'un coup. Donc j'ai du mal à croire que c'est pas lié aussi à ce que tu proposes tactiquement. Et ce que tu proposes tactiquement, on l'a vu, c'est une équipe Ouais, mais de on est obligé de se France. poser la question, Raph. Non, Quand bien tu sûr vois Dan, mais Théo, tu vois? Griezmann, Dembélé, Mais après c'est un paramètre aussi. dans l'euphorie de ton 2-2, tu pris le dessus physiquement et pendant une bonne partie derrière, tu as réussi à dominer l'Argentine et à courir plus et plus fort, tu vois? Donc je l'entends, hein, c'est vrai que c'était très bizarre, surtout sur le plan technique, pas forcément physique.
Mais sur le plan technique, depuis le début de la compétition, l'équipe de France est une des équipes qui court le moins, hein. Faut le savoir quand même, dans toutes les données, qui sont sorties des rapports de la FIFA, notamment parce que c'est une équipe qui attend et on l'a vu là, c'est une équipe qui a encore attendu. Je vais être un peu chiant, même je suis vulgaire un peu, je vais être un peu embêtant, mais c'est exactement les mêmes problèmes contre l'Angleterre et le Maroc. Mais exactement les mêmes problèmes. Il n'y a rien de nouveau dans les problèmes français sur cette finale. Et les problèmes qui t'amènent à être mené 2-0 assez rapidement et à avoir 0 tir jusqu'à la 68e minute. C'est exactement les pistes qu'on avait évoquées lors du dernier Twitch, où on avait dit: «Est-ce que la France va réussir à contre-attaquer et à faire exister Mbappé?» Et pendant 70 minutes, il a été, introuvable, ou plutôt il n'a pas été trouvé, pas été servi par ses partenaires et l'équipe de France n'a pas su contre-attaquer. Et c'est la même chose sur ton bloc quand tu attends, où tu as été très vite déséquilibré sur les côtés. Alors on s'attendait à ce que ce soit, du côté de Théo Hernandez et de Mbappé. Ça a été plus du côté de Koundé, avec Di Maria qui a été la surprise en étant à gauche. Mais c'est exactement les mêmes problèmes, mais exactement. Et bon, je passais pour un rabat-joie ou un gars un peu déconnecté du résultat quand c'était sur les tours précédents, mais à un moment, il fallait que ça soit payé. Et là, ça s'est payé très, très fort parce que l'Argentine a été efficace en plus, notamment sur le contre qui est magnifiquement joué. Donc voilà, c'est ce regret-là parce qu'on a dit en tout début de compétition, Zach, si tu te souviens bien, qu'on Oui. voyait mal l'Argentine attaquer dans des grands espaces, que c'est une équipe qui manquait de profondeur, qui aurait du mal à attaquer des grands espaces, là, en dehors du contre qu'ils ont marqué, notamment parce que Alvarez et McAllister ont envoyé des sacrées courses. Et l'équipe de France a fait quoi? Elle a laissé l'Argentine s'installer dans le camp adverse. Ce qui est leur domaine préférentiel, ce qui est leur contexte privilégié, c'est de s'installer dans le camp adverse, presser à la perte de balle et relancer des temps de possession. Et dès qu'ils ont été pressés, les Argentins, dès que la France est allée les chercher plus haut, comme ils ont tenté sur la toute première minute, et comme ça a été le cas en fin de match, quand l'équipe de France s'est un peu révoltée, énervée et a été emportée par le score, et d'un coup, ils ont rendu des ballons. Ils ont rendu beaucoup de ballons dans leur propre camp. On Beaucoup a vu un trop. Youssouf Fofana qui a gratté des ballons, qui a gagné des duels, parce que physiquement, c'est une équipe que tu peux dominer. Rappelez-vous ce qu'ont fait les Pays-Bas lors des 20 dernières minutes contre Oui. l'Argentine. Il faut rentrer des grands gags et ils mettent un gros impact physique jusqu'à rendre le match irrationnel, ouais. Des ballons dans le camp adverse, de seconds ballons gagnés, on repart à l'attaque et quand ça court, l'Argentine, ils peuvent pas rivaliser. Et D'ailleurs, Thuram gagne beaucoup de duels de la tête, hein, si on veut vraiment ouais, être, il y a se dire ça Thuram et après. puis il y a Kolo Muani dans tout ce qu'il a apporté, dans son énergie, dans sa volonté, dans sa colère. C'est un des seuls qui a apporté un peu ça. Donc je suis pas heureux que l'équipe de France ait été menée 2-0 et dû rattraper un score comme ça. Mais à un moment, quand il y a quelque chose que tu ne sais pas faire depuis des années, parce que l'équipe de France ne sait pas presser un adversaire depuis des années, et bah, tu tombes sur des contextes où parfois tu en as besoin. Et c'est pour ça que quand certains disaient que l'équipe de France avait contrôlé contre le Maroc, je trouvais pas. Moi, j'avais pas l'impression qu'ils avaient contrôlé du tout. Et je trouve que là, on l'a vu à nouveau. En fait, ils contrôlent pas, ils sont pas dans le contrôle, ils sont dans la survie. Et qu'avec les armes que tu as, c'est un peu dommage d'être un peu trop souvent dans la survie. Et, et on disait contre le Maroc qu'ils avaient eu la qualité en fait de réussir à être performants dans leur surface. Et on parlait des deux surfaces et que cette équipe de France avait Konaté, encore été bonne dans les deux surfaces et qu'entre les deux, c'était c'était pas trop assez, ça. assez compliqué ouais, pour elle. Euh, est-ce que tu peux, Zach, mettre Tout de suite. la première capture juste pour donner l'illustration de ce qu'on disait? Parce que Tu peux me mettre en grand. je vois sur le chat qu'on dit pourquoi ils sont pas sortis sur Messi. Bon, j'en ai pris une, hein, mais il y en a plein des comme ça. Raph, évidemment, tu interviens quand tu veux. Euh, donc en fait, ça, c'est ce qu'on a vu sur toute la compétition. Hop C'est là, excusez-moi. Oups, voilà. Ouais, c'est ce qu'on a vu sur toute la compétition. En fait, l'équipe de France arrive à avancer facilement. Alors ici, heu, avec ses joueurs d'axe, une fois que Griezmann était sorti, parce qu'on a dit qu'elle défendait pas en 4-4-2 cette équipe. Griezmann n'est pas un double pivot, donc il sort, il y a pas du tout de coordination et quand ça passe, en une passe, tu peux faire sauter 3 joueurs français et si tu regardes la deuxième capture, en fait, à ce moment-là, tu peux mettre la deuxième capture, Zach, mais à ce moment-là, en fait, c'est juste pour répondre dans le chat où on dit: «Tu peux pas avancer sur le porteur». Là, tu es obligé de reculer, en fait, parce que
ton bloc est pas là, tu es obligé de reculer et donc tu peux pas jaillir sur Messi et en attendant, alors Zach, si tu peux te mettre, en bas à droite de si tu peux Bien mettre ta fenêtre sûr, en bas à droite, on va voir bien qu'en sûr. plus en plus tu as Hop, en plus hop, tu la juste, tu Di Maria qui attend à l'opposé. regarde, coucou. Voilà, Ouais, voilà, voilà. Alors Di Maria, il est à l'opposé, c'est le plus à l'opposé comme ça et si tu mets la capture d'après, en fait, tout de suite. c'est quoi le problème, les amis? C'est que tu recules, donc tu dois un peu te contracter dans l'axe, ça c'est logique, tu protèges l'axe. Il y a Messi, tu peux pas sortir sur lui, donc non seulement l'adversaire, l'Argentine peut toucher Messi et si tu mets la troisième capture, Zach, voilà, l'Argentine peut toucher Messi et tu peux pas vraiment sortir et ensuite Messi peut renverser sur Di Maria. Là, c'est un des exemples. J'ai re j En revoyant la première mi-temps, il y en a des tas comme ça. Mais ça, Alors on je remets l'a un peu dit, toute l'action, regardez, mais une passe, voilà la première, hop, qui touche De Paul a de quoi se retourner, de l'espace, et puis la troisième qui te mène du coup jusqu'à Messi qui peut renverser. ouais et tu peux mettre, juste celle d'après, c'est encore un truc un peu similaire, même quand l'équipe de France veut essayer de presser, en fait, elle est même pas elle a du mal et donc tu as encore la même chose, cette passe-là, heu et ça, on l'a dit, je nous remets, tous ensemble, Zach, ça, on l'a dit, heu, dans tous les matchs. Alors parfois, heu, l'équipe de France contractait en amont dans l'axe, donc ça ouvrait un côté, heu, mais ce déséquilibre-là, il a toujours existé. Ce déséquilibre-là dans le bloc, il a toujours existé. Parfois, il a été exploité, par des renversements, parfois il a été exploité à l'intérieur par des 1-2, même les Polonais faisaient des 1-2, arrivaient à rentrer à l'intérieur. Il y a eu certaines bonnes performances, notamment de Griezmann qui arrivait à rattraper les coups parce que d'abord il montait puis il revenait en sprintant, pour couvrir les projections et du coup, là l'Argentine l'a parfaitement utilisé parce que tu as 2 grandes menaces. Tu as une menace immense qui est Messi qui a concentré tout le monde et l'intelligence de Scaloni et j'avoue que c'est le truc qu'on n'avait pas prévu. L'intelligence de Scaloni, c'est d'avoir offert une autre solution complètement à l'opposé. Donc si tu viens te contracter sur Messi, bah, l'Argentine pouvait lancer, Di Maria en profondeur et d'ailleurs pardon, je rends la parole après. D'ailleurs, quand Di Maria sort pour le plus défensif Acuna, ça a aussi participé du début de la bascule. Franchement, moi, il y a quelque chose dont on discute quand même vraiment pas mal et que j'ai trouvé vraiment assez intéressant. On l'a évoqué, mais ça a été la titularisation de Di Maria avec l'utilisation dont il a été fait. C'est un truc dont on avait parlé en début de tournoi quand il avait été titularisé, notamment contre l'Arabie Saoudite, il avait été en faux pied et donc du coup, il rentrait intérieur, ce qui posait peut-être un peu problème. Alors qu'utilisé à gauche, alors moi à la base, quand j'ai vu Di Maria, je me disais, tiens, il va être utilisé à droite, ça va apporter du surnombre dans la zone de Messi et tout, il y a du sens. Mais en fait, peut-être qu'utiliser à droite, et sans doute même que les deux se seraient peut-être à un moment marché dessus ou autre. Donc il a préféré y mettre McAllister et Di Maria à gauche, qui en plus d'avoir pu poser problème, a pu soit centrer, soit du coup feinter comme il se doit et réussir à se dégager Mais des situations de cette McAllister, il a manière. joué relayeur gauche aussi, hein, du même côté que Di McAllister, à beaucoup Maria. de moments, il était à droite aussi. Hein. McAllister, c'était plutôt De Paul aussi, mais McAllister a aussi eu plusieurs phases Oui, à parce droite. qu'il a Peut-être un c'était rôle un de peu plus tard dans, compensation des décrochages de Messi parfois, ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais après, il y a eu également De Paul à droite avec Enzo Fernandez en 6. Mais j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et vraiment assez bien fait, assez bien réalisé de la part de l'Argentine. Et ça nous a posé un nombre de problèmes parce qu'en soi, regardez, hier, on a parlé de l'éventuel déséquilibre côté gauche, notamment avec un Kylian Mbappé qui a du mal à défendre et donc du coup, ça pourrait avoir des surnombres du côté de Théo, tout ça, machin. Mais au final, là où on a vraiment pris bouillon, ça a également été côté droit sur l'un des déséquilibres originels dont on parlait carrément au début. Et ça j'ai trouvé ça assez évocateur, pour être honnête avec vous. Ouais, mais en fait, le déséquilibre est tellement structurel au départ que c'est difficile de, tu vois, de déconnecter la faiblesse sur les côtés de ton organisation générale. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que ça revient un peu à enfin, je vais essayer de boucler la boucle, mais vu le plan de jeu français, ça fait aussi quelques tours qu'on s'interroge sur l'utilisation de Giroud
Et quand Deschamps sort à la 41e minute Giroud, bon et en parallèle Dembélé, mais je pense que Dembélé, c'est plus un choix individuel, pas forcément un choix tactique parce qu'il aurait pu tenir le rôle que Colomboigny a tenu en deuxième période. Je pense que c'est Deschamps qui était pas satisfait de sa perf, pour une raison X, Y. Mais quand tu laisses le ballon à l'adversaire et que tu es l'équipe de France comme ça qui veut contre-attaquer avec Giroud, en fait, autant, comme il l'a fait derrière, mettre Mbappé dans l'axe et défendre avec 2 vraies lignes de 4. Et c'est ce qui t'a permis d'être plus solide ensuite, de moins concéder et Bah, derrière on de a pouvoir parlé dès l'Australie, contre-attaquer. souviens-toi, Raph. Dès Oui, Beh, dès oui, l'Australie, oui, l'Australie, on on en parlait de ça, parlait, ouais. on se demandait. Ouais. mais en fait, l'histoire de ce enfin, c'est une des histoires de cette coupe du monde, mais Giroud, il survit grâce à son but contre l'Angleterre. Parce que je pense que si Deschamps 5 minutes avant, il se dit: «Bon allez, je le sors cette fois» et la France se qualifie quand même sans Giroud, Giroud, il revoit plus le 11 titulaire, je pense. Et le fait qu'il marque sur ce match-là, bah, tu te dis: «OK, ouais, c'est vrai que Giroud, c'est une menace dans la surface» et il reste dans l'équipe. Mais quand tu vois le plan de jeu que la France a décidé d'adopter depuis, en gros, la deuxième mi-temps contre la Pologne, où ça a été beaucoup de contre-attaques et Mbappé avait été très fort ce jour-là et avait vraiment, saccagé le côté droit polonais et avait marqué 2 buts comme ça. Ouais. La présence de Giroud, c'est pas qu'elle fait du mal à l'équipe de France, c'est qu'elle est pas logique avec ce que propose l'équipe de France. Et d'ailleurs, il est sorti à la 41e minute parce que, bah, il aurait dû enfin, c'est facile à dire après évidemment, comme dit Ron Amilio, on a toujours l'air intelligent après. Mais pour le coup, nous, on en parle depuis, 2-3 semaines, donc la question s'est posée avant. Mais forcément, ça te limite. Et Thuram, Colomboigny, au-delà de leur qualité individuelle, c'est aussi les profils qui t'ont aidé. C'est que tu as un profil qui peut faire des différences tout seul sur un côté et tu as Thuram qui Ouais, peut qui peut garder un accompagner peu le Giroud. ballon. Donc voilà, évidemment, à la 41e minute, tu te dis: «Ah ouais, ça peut paraître osé comme coaching», mais c'est peut-être le coaching auquel, que Deschamps a envie de faire depuis longtemps et d'ailleurs, dans une de ses mises en place, c'était ça, je crois, Thuram dans l'axe avec Mbappé ou en tout Oui, cas Thuram à la gauche, mise Mbappé en dans place de la l'axe veille, et on et pensait une que équipe c'était comme peut-être ça. de la feinte, mais c'était ça, ouais. Après le Mais souci, c'est que les 40 minutes, elles te coûtent 2-0 quand même. hmm, parce qu'on nous dit, euh, tu vois, on pourrait se dire, non mais en 2018, l'équipe de France avait contre-attaqué et il y avait Giroud. Est-ce que c'est que parce qu'il a 4 ans de plus? Pas forcément. Ce qu'on essayait d'expliquer et qu'on a encore vu aujourd'hui, c'est que quand tu récupères très très bas le ballon, Mhm. c'est- pour la version 2022, tu n'as plus Griezmann devant toi. Bon, en plus, il était dans un état, enfin, à mon avis, il n'a pas fait un grand match, il n'avait pas l'air dans son assiette. Mais je reprends, quand tu récupères le ballon très très bas, tu n'as plus Griezmann devant toi pour, si tu veux, offrir les premiers relais et lancer la contre-attaque, ce qui fait très bien. C'est un des meilleurs joueurs du monde pour ça, Griezmann. Mais comme tu le sollicites. Bon, après, c'est un choix, ça a quand même emmené l'équipe de France en finale, mais comme tu le sollicites plus bas quand tu es dans ta surface, bah, du coup, celui qui doit faire le rôle entre guillemets de Griezmann, bah, ça devient Giroud. Tu as un joueur en moins devant toi. Ça devient Giroud. Sauf que Giroud, bah, il a, il n'arrive pas à tenir le ballon et il ne peut pas exister en se retournant sur les contre-attaques, en s'orientant sur sa première touche pour lancer. C'est très C'est quand compliqué même pour lui. dommage qu'en Et pivot, il ait donc, du mal aussi à tenir un peu le ballon quand même. ouais. Et donc, vu qu'à droite, en plus, Dembélé revient et redémarre les actions de très très bas, bah, c'est beaucoup plus simple, à tes souhaits, Zach, c'est beaucoup plus simple pour l'Argentine de gérer Mbappé. La question, on a beaucoup parlé un petit peu des forces de l'Argentine, de ce qu'ils ont fait de bien du côté collectif, etc. Même sur le second but, l'entièreté de la transition est super bien menée. La déviation de Messi pour Alvarez, le très bon appel de McAllister qui la met nickel. On est en déséquilibre direct avec Upamecano qui dégage un peu le ballon, pas bêtement, mais pas très correctement, on va dire avant. Euh, Ce que j'ai envie un peu d'évoquer, maintenant qu'on a discuté de tout ça, c'est les changements et leur apport, surtout à partir du coup de la France qui marque coup sur coup avec un penalty suivi de comment ça s'appelle, suivi du but extraordinaire de Mbappé avec la volée.
Qu'est-ce que vous avez pensé de... Moi, vraiment, c'est trop drôle parce qu'on a vraiment quand même beaucoup parlé dans cette Coupe du Monde de les scénarios. Les scénarios vont te faire reculer une équipe, vont t'en faire avancer une autre, vont créer quelque chose de l'entrain, de ci, de ça. Alors bien sûr, on n'a pas entendu la Coupe du Monde 2022 pour le savoir, mais je trouve que c'est encore plus marqué sur ce tournoi. Bah là, je trouve que c'était vraiment l'exemple même en encore plus absurde de ce qu'on disait. C'est-à-dire que le pur scénario, la pure espoir qui renaît à 2-1 avec une équipe qui se remet à pousser et avec son top joueur Mbappé qui réussit à marquer un but absolument extraordinaire et de passer de 2-0 à 2-2 à partir de pas grand chose et ensuite à avoir une égalité relative dans les débats, c'est-à-dire de jamais retomber dans la grosse domination argentine. Qu'est-ce qu'on a pensé un peu de tout ça? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai trouvé qu'au final, dans la lecture de match, dans les changements, ils ont été faits vite, bien, et qu'ils ont été impactants et que c'est ce qu'on peut attendre un peu d'un coaching. Alors, c'est facile à dire parce que Mbappé sort vraiment 2 buts de sa besace. Et donc, du coup, le 2-2, tu vois, on pourrait dire le contraire si au final on avait perdu dans les 90 minutes. Mais au global, Kamavinga fait une très bonne entrée. Coman fait une très bonne entrée. Thuram et RKM dans les profils, il s'est pas trompé. Je trouve quand même qu'au final, même si dans la lecture et dans les choix peut-être d'avant-match, Deschamps est clairement critiquable, notamment avec cette impression quand même que certains ont joué alors qu'ils étaient quand même diminués. Coucou Varane, coucou Giroud et consorts. Moi, j'ai quand même trouvé que les entrants ont eu un impact très positif et étaient au cœur de pourquoi on a peut-être été à quelques moments à 2 doigts de le faire, quoi. Ouais, je pense qu'il y a un joueur qu'il faut mettre en avant, surtout sur l'aspect mental et psychologique. Le coaching intervient à la 41e minute, Thuram et Kolo Muani entrent à cette minute-là. À la 64e, Acuna remplace Di Maria, c'est un moment important aussi. Mais l'homme qui y est accru quand à un moment, tu avais l'impression que l'équipe de France n'avait pas du tout envie que le match se continue, c'est Kolo Muani. C'est Oui, un des rares qui, dans l'attitude, dès son entrée et jusqu'au moment où la France revient à 2-1 grâce au pénalty qu'il va chercher, c'est Kolo Muani. C'est quasiment le seul, hein. Thuram a fait des bonnes choses, bien sûr, mais Kolo Muani dans l'attitude, dans les duels, dans le dans la 1 contre 1, personnalité, ouais. dans la sensation visuelle qu'il a dégagée, où c'était un des seuls qui allait chercher des ballons qui avait l'air désespéré, Heu, c'est quelque chose d'assez fou. C'est pour ça que ça fait de la peine que ce soit lui qui rate la grosse occasion à la fin devant Dibou Martinez parce que sans le Kolo Muani, je pense que le match peut se terminer à 2-0 et tu rentres à la maison et tu sais pas ce qui s'est passé. Mais vraiment, il a fait une entrée, on utilise souvent le mot légendaire, tu vois? Il est un peu galvaudé parfois Zach, mais là, l'entrée, elle est vraiment légendaire. Il est sur, heu, il est sur quasiment tous les grands moments de l'équipe de France en deuxième période. Il faut se rappeler que c'est un joueur qui aurait pas dû être dans la liste, qui découvre le très haut niveau depuis 3 mois avec Francfort, 3-4 mois, qui avant ça jouait à Nantes, qui n'avait pas joué un match de coupe d'Europe avant le début de saison. Heu, Mm. et il a fait une entrée, C'est peut-être aussi pour ça qu'il joue un peu désinhibé, parce qu'au final, il y a l'enjeu, il y a tout ça, mais le mec, il rentre, ouais tu vois, et dans il met une son tir au situation où but ça perd déjà, tu vois, ouais, il met son tir au but. après avoir raté la grosse occasion et il frappe en plein milieu fort, tu vois? Non franchement, il a fait une entrée géniale à voir et que ça remette l'équipe de France dans le match, ça fait plaisir parce que ça montre aussi que, tu vois, un gars qui entre sur le terrain et qui même juste à travers son attitude, sans forcément gagner tous ses premiers ballons, mais par son attitude montre qu'il y a encore quelque chose à faire, mais ça a emmené d'autres joueurs avec lui et d'ailleurs c'est en partie grâce à lui, je pense qu'on revoit Mbappé en deuxième période parce qu'à partir du moment où il va gratter le péno, tu as tout de suite l'impression que ça bouge beaucoup et franchement, faudra garder son entrée dans les grands moments de cette coupe du monde pour l'équipe de France. Ouais, alors, pour moi, il y a un truc qui est quand même important à noter. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Raph. Mais Ouais. la question, c'est qu'est-ce qui se passe entre l'entrée de Kolo Muani Thuram et le moment où l'équipe de France marque? Il y a quand même plus d'une 40 minutes, demi-heure. ouais. Ouais, il y a 40 Et, minutes. Ouais. et Kolo Muani a déjà ce que décrivait Raph, c'est-à-dire la motivation, les jambes, l'envie, il l'a déjà. Sauf que elle ne peut pas s'exprimer pendant quasiment une demi-heure. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'équipe de France fait certes ses changements à la 40e, Deschamps fait ses changements à la 40e, mais tu te retrouves quand même avec deux profils d'attaquants qui finalement reçoivent les ballons très bas, des milieux qui n'arrivent pas du tout à exister plus haut. Donc, les deux attaquants, que ce soit Kolo Muani ou Thuram, ils se retrouvent loin du but, parfois dos au jeu, souvent en infériorité numérique. Et donc, avec toute la bonne volonté du monde,
c'est pas possible en fait pour eux et donc il se passe rien en fait. Parce qu'on dit le premier changement de Deschamps, alors c'est bien, il a bien réagi, mais pendant une demi-heure, l'équipe de France ne fait toujours pas un tir. Le premier tir, c'est à la 68e, donc plus de 30 minutes si on compte le temps additionnel, plus de 30 minutes après l'entrée de Kolo Muani et Thuram et encore c'est une tête, un peu difficile de Kolo Muani. Et ça, c'est à la 68e, c'est le premier tir de l'équipe de France. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le changement Acuna-Di Maria qui fait que l'Argentine se retire une menace, donc ça tranquillise un peu l'équipe de France parce que les fois où tu Ouais. peux toucher Acuna, au final, il est quand même moins dangereux en 1 contre 1, même si c'est un joueur tonique. Et puis surtout, à la 70e, tu as l'entrée de Coman et de Camavinga. Et donc, tu as l'entrée de 2 joueurs qui sont capables de faire des différences plus bas sur le terrain, ce qui était pas du tout le cas de l'équipe de France jusqu'à Et de présent. remonter la balle, ouais. Mhm. Exactement, Kamavinga c'est a fait ça exactement, avec brio, hein. Kamavinga a fait ça très très bien. exactement. De faire des différences que Après, aucun des joueurs français en n'était capable de théorie, faire. Théo est capable de le faire. Théo, dans Oui, l'absolu, oui, est mais capable de faire ça, tu bien vois? C'est sûr. ça qui est voilà, mais sur le match, en Mais effet, aujourd'hui, je pense que Théo, pareil, était pas dans son assiette parce qu'il était vraiment c'était très difficile pour lui, je pense il y a il y a des il y qu'il a y a il y a des il y a pertes de balles, forcément une explication. il y a des pertes de balles Ah ouais, étonnantes des en première glissades Ah et période, oui, cetera. non mais des passes en touche, littéralement, faut le dire, hein, Et pour finir sur le coaching, quand Coman entre avec Camavinga, rappelez-vous, Kolo Muani commence d'abord à gauche. Ça passe en 4-4-2, mais Kolo Muani va à gauche avec Thuram ouais. Mbappé devant. J'ai revu là pour le papier que j'ai écrit pour le journal de demain, mais qui sortira à minuit. Kolo Muani va d'abord à gauche et après quelques minutes, il passe en pointe. Et en fait, c'est aussi ça qui fait la différence parce que tu avais les jambes, l'envie, l'explosivité de Kolo Muani, mais jusqu'à présent, il était cantonné à l'aile dans des situations, on l'a dit, où il était en infériorité numérique et assez loin du but. Et là, tu le mets dans l'axe. Ça ne veut pas dire que ça explique tout ce qui s'est passé ensuite, mais tu as créé les conditions, enfin, pour qu'il se passe quelque chose. Parce que, je finis là-dessus, sur ta ligne de 4 de devant, tu as un joueur capable de faire des remises et de jouer des ballons aériens et qui est en plus en duel avec le latéral, donc Thuram. Et Loris, au départ, ne dégageait même pas sur Thuram, mais dans la deuxième partie, la deuxième mi-temps, il a commencé à le faire. À et droite, tu c'est as là où un Thuram joueur a gagné beaucoup de dribbleur. duels la tête, ouais. Ouais, exactement. À droite, tu as un joueur dribbleur avec de l'explosivité et de l'envie quand même, Coman, capable de piquer des ballons comme il fait sur le deuxième but et aussi d'avancer balle au pied, on l'a dit. Et devant, tu as tes 2 flèches, à la fois, le talent de génie de Mbappé et le grand talent de Kolo Muani avec son envie. Et donc tu crées au moins des conditions pour un improbable scénario. Mais avant ça, avant cette 70e et malgré les changements de Deschamps à la 40e, tu Tu as n'avais pas créé les conditions. une structure un peu plus classique aussi pour défendre, Dan. Tu as 2 lignes de 4, Exactement. une paire de 2 et tu peux défendre en avançant de manière organisée, ce que tu n'as pas pu faire depuis le début de la compétition quasiment. Et exactement. Exactement. Et en fait, bon, après, tu as l'égalisation, donc le match s'ouvre un peu, tu bascules un peu en 4-2-4. D'ailleurs, Deschamps s'énerve contre Thuram pour ça, et c'est pas la première fois. Thuram, il a un rapport bizarre, enfin, il a un rapport, on va dire, sinusoïdal à la concentration défensive. C'est par Parfois, il est à-coups, très ouais, c'est impliqué, parfois il lâche. Donc voilà, même dans le coaching de Deschamps, il y a eu plusieurs moments. Il n'y a pas eu il y a pas eu genre le coaching à la 40e qui a tout changé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. mais surtout qu'à la 40e, vu la situation du match et le score, en fait, ça te coûte rien, quoi. Faut que tu fasses quelque Ouais. chose. Il y a 2-0 en finale de coupe du monde, tu as 0 Oui, mais tir. bon, il le fait, ça Oui, tu mais il peux l'aurait dire. fait Mais à la la question, mi-temps. c'est Je veux est-ce dire, que ça t'apporte quelque chose? Est-ce que c'est 41e pertinent? au tu vois, 40e ou 45e, il y a pas une énorme différence dans ce qui se passe. Comme en plus, comme tu l'as dit, Dan, entre la 41e et 45e, il se passe rien. Donc, tu vois, je veux bien que ce soit un bon choix, mais il faut pas présenter ça non plus comme, l'immense courage de Deschamps. Il y a 0-2 en finale de coupe du monde. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas rester inactif. Surtout après une mi-temps pareille. Tout le monde s'est rendu Mhm. compte qu'il se passait rien et comme l'a dit Dan, il y a 0 tir en première période, faut bien se Ouais, souvenir. ouais. Il y a Non, mais 0 tir français. on tire pour la première fois quasiment à la Et 70e, 0 hein, ballon touché dans la surface. Et attendez, j'ai dit 0 tir, mais jusqu'à l'heure de jeu, jusqu'à la 68e, il y a 0 ballon touché dans la surface aussi. Moi, il Et y a un ça, Ouais, truc non, qui est mais important. c'est énorme. Non, mais ça permet un peu de découper la chose parce que du coup, on a parlé un peu des changements, on a parlé de l'équipe de France qui a réussi à égaliser, au courage un petit peu
au miracle, quoi. Ça avait vraiment l'air d'un hold-up, si on doit être tout à fait honnête. Sur 120 minutes, l'Argentine est peut-être la meilleure équipe pendant 80 ou 90. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de la deuxième phase du match, passer les prolongations? Du coup, arriver les prolongations, voilà, la France a égalisé, les rapports se sont un petit peu plus euh, on va dire égalisé également, parce que l'Argentine a également eu des occasions en prolongation, plusieurs, avec quelques interventions, notamment du Pamecano. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé des prolongations et de la tournure du match à ce moment-là? C'est vrai qu'on avait pu penser revoir certains défauts de l'Argentine. C'est vrai que à partir du moment où l'équipe a repris des couleurs, on avait un petit peu moins revu Lionel Messi jusqu'à sa frappe très lourde sur Lloris. Euh, on avait l'impression d'une équipe qui avait peut-être un petit peu levé le pied, sans doute peut-être aussi également un contre-coup physique chez les Argentins. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cette deuxième phase de match? Enfin, si on compte la deuxième phase du match à partir du 2-2, en gros, j'étais vraiment très inquiet quand la France n'a pas gagné dans le temps réglementaire. Et Ok. alors les gens vont dire: «Ah bon, tu le dis maintenant?» Mais non, mais j'ai j'ai des screens qui peuvent en attester. Non, quand je parlais avec des amis, j'avais très peur que la France fasse une Pays-Bas. Dans le sens, grosse intensité en fin de match, tu reviens, tu domines l'Argentine physiquement et derrière, tu as la pause. Et est-ce que tu arrives à remettre cette intensité-là? Est-ce que tu oses la remettre parce que tu as 30 minutes, donc tu peux plus, jouer sur 5 minutes d'intensité comme ça va être le cas, sur la fin du temps réglementaire? Et je pense vraiment que les 4-5 dernières minutes après le 2-2 là, quand la France a quelques occasions de partir en contre et c'est peut-être là que Marcignac, a une grosse Oh erreur là là, là, c'est sur vraiment, quand il le siffle, contre de il le la fait deux France fois. à Il le fait deux fois. Il le fait une fois sur Coman, mais il le fait une autre fois également où il laisse pas l'avantage. J'avais envie, voilà, avec la faute sur dans Coman également, la j'avais envie de me crever les yeux. bah, surtout dans la Ouais, dernière mais c'est minute, c'est la dernière surprenant. minute du temps additionnel et il siffle, il coupe une action à ce moment-là où c'est un 3 contre 3 qui part en contre mais pour moi, c'est ce moment-là où la France est vraiment au-dessus. C'est le rare moment du match où la France est au-dessus dans ce qu'elle propose, dans le rythme, dans l'intensité, même dans le contexte tactique du match et ensuite, à partir de la prolongation, je trouve qu'on revient un peu dans ce qui va plus à l'Argentine. Moins de rythme, moins de transition, une équipe qui peut prendre le temps et en plus avec la menace, des tirs au but où tu savais que tu partais, dans un rapport où tu étais inférieur, tu vois? Donc heu, Oui. donc vraiment ces 5-6 dernières minutes du temps additionnel, je pense que le plus gros regret est là, au-delà même de l'occasion de Colomboigny à la 123e. Eh, moi, le truc que j'ai envie de dire par rapport à l'arbitrage, bon, oui, il y a cette action de Coman, mais je pense que, enfin, en tout cas, moi, je suis surpris que Coman se relève. Donc, effectivement, l'arbitre peut attendre, mais c'est pas non plus complètement incongru de siffler au moment où il siffle. Je trouve ça un peu inutile après une telle finale et une telle performance de l'équipe de France pendant 1 heure, Ah non, non, mais de, c'est pas de d'expliquer lire ça par certains ça, fois. hein, Non, Dan. non, je parle pas de ce que tu as dit toi, Raph, mais parce que j'ai regardé certains qui disent c'est à cause de l'arbitre, etc. Non, je Franchement, suis non. pas En d'accord, revanche, moi, ouais. Je suis pas d'accord. qu'on peut dire sur l'arbitrage, c'est qu'on sait depuis le début de la Coupe du Monde qu'il y a peu de cartons qui sont sortis, notamment peu de cartons rouges. Et je trouve qu'il y a une différence dans cette approche entre Argentins et Français. J'ai l'impression que les Argentins étaient plus au courant que les Français. Alors peut-être que c'est plus leur style aussi, mais ils ont plus tiré profit de, euh, de cette manière d'arbitrer. Après, oui, il y a des moments, l'arbitre qui arrête le contre, etc. Bon, mais moi, tu vois ce côté, on laisse jouer, on met peu de cartons. Les Argentins, ils en ont profité comme il fallait et les Français pas assez, à mon avis. Bah, Mais surtout, après en fait, pour c'est le revenir même à la arbitrage ouais, depuis le début de la coupe du monde, donc ça pouvait c'est ce s'anticiper que quand je même, dis. tu vois? C'était pas ouais, Exactement. non, mais voilà, parce que c'est pas Ce une que je dis, surprise, ouais, tu c'est vois? ça. Mais c'est pour ça C'est que ça, exactement. c'est pour ça que sur la contre-attaque, j'ai ce regret-là, parce que c'est peut-être le moment où justement tu peux laisser un peu jouer, voir jusqu'où l'action va aller. Même si après, bon, il y a 30 minutes, donc tu as encore 30 minutes où il peut se passer des choses. Mais bon, après, de toute façon, c'est même pas forcément le plus intéressant à discuter l'arbitrage. Mais bon, je sais que Ouais, ça a et fait débat, donc autant évacuer le truc. pour revenir à ton thème, Zach, en prolongation, heu, tu as aussi, bon, l'Argentine qui revient un peu mentalement, qui met du sang frais et puis Oui. tu défends quand même avec Camavinga arrière gauche qui est bon quand il faut jaillir, avancer et cetera, mais sur des phases plus défensives classiques, forcément, tu vois tout de suite,
qu'il n'a pas les réflexes. Et c'est compliqué, le pauvre. Il y a notamment un alignement où en fait, il couvre tout le monde. Il n'a pas le réflexe de remonter assez vite. Et, euh, et Lautaro Martinez part tout seul. Ouais, Oui, c'est plus compliqué. Forcément, c'est plus compliqué parce qu'une fois que le score fait que l'adversaire veut ressortir aussi, vu que tu es en 4-4-2 quand même avec Coman et Thuram sur les ailes, alors je pense plus à Thuram. Tu as un côté gauche avec Thuram dans milieu gauche d'un 4-4-2 et Kamavinga arrière gauche d'une défense à 4. Donc c'est aussi plus compliqué de maîtriser. Donc le match part un peu dans tous les sens, mais pas assez en ping-pong parce que ça aurait pu bénéficier aux Bleus parce que sur le terrain, les Bleus avaient plus de joueurs capables de multiplier les sprints, d'être explosifs, etc. Tu vois, on le voit à la toute fin avec l'action de Kolo Muani. Mais moi, je me dis, si le match continue de s'ouvrir, c'est pas une si mauvaise idée pour les Bleus, tu vois. ouais. Mais en fait, l'Argentine finalement a profité du fait que ben, l'équipe de France pouvait encore moins bien défendre parce que tu défendais parfois à 6, parce que tu as l'émotion du match aussi. Et après, il faut le dire aussi, je pense qu'il faut qu'on fasse une, une partie là-dessus. C'est qu'il y a un moment, il y a le facteur émotionnel, mental qui entre en jeu, la détermination. Euh, ça fait aussi des grosses différences. Regarde un Rabiot, il fait une première mi-temps où tu te dis mais qu'est-ce qu'il a, il est malade. Et après, enfin sur la fin de match et jusqu'à avant sa sortie, il redevient monstrueux, tu vois. Donc il y a ces facteurs-là qui entrent en compte aussi. C'est les facteurs psychologiques. Et après le Ouais. premier but, et je te laisse la parole, Zach. Et après le premier but, on avait parlé de l'émotivité des Argentins. Je ne sais pas si vous vous souvenez, après le premier but, il y a une touche, mais une touche un peu anodine. Et Scaloni, mais explose, mais genre, alors qu'il y a 2-1 pour ton équipe. Et Mhm. Scaloni fait un scandale auprès de l'arbitre et Ouais, c'est ce que j'allais dire, il se fait signe reprendre de, à un moment. signe de fébrilité émotionnelle, tu vois, aussi, comme quoi, même pour un mec qui travaille sur son calme, etc., tu sentais en fait que les Argentins, tout d'un coup, le match avait basculé. Et l'équipe de France, comme par hasard avec le but, les contrôles vont mieux, ils sont plus précis, les duels tournent en ta Regarde le deuxième faveur. but, le but de Mbappé. C'est techniquement l'action elle est dingue. Et pourtant c'est la même équipe que tu avais vu balbutier pendant 75 minutes. Et Ouais, pareil, ouais. l'Argentine après le 1-0 et 2-0, les mecs étaient en surconfiance technique. Il y a des Oh que gars qui faisaient oui, des il feintes sous ressortait des pression. ballons avec une, oui, sous pression, avec une aisance. Ah, Ouais, c'était et, la promenade. et à 2-2 quand la France est allée les presser, c'est les mêmes ballons qu'ils n'arrivaient plus à tenir dans les mêmes espaces, tu vois. Donc même si la France a mis plus de nombre et plus d'intensité pour presser. Mais voilà, c'est toute la dynamique du match qui joue aussi sur les performances des joueurs. Mais c'est dommage que la France se retrouve toujours dos au mur pour découvrir qu'elle a les joueurs pour presser, pour agresser. Alors qu'il y a la moitié de ton équipe qui est passée par la Bundesliga. C'est pas un hasard. Quand tu as Marcus Thuram, Kolo Muani qui sont dans ta ligne offensive, Coman, tu as 3 C'est mecs pas qui mécano. jouent dans des équipes qui cavalent tous les week-ends. C'est logique qu'ils soient bons quand ça cavale. C'est dommage de. Enfin, c'est Alors, dommage, on le alors découvre pas, mais c'est très intéressant. c'est curieux, quoi. C'est parce que c'est curieux, ça m'étonne parce que c'est pas pragmatique finalement. On dit souvent que Deschamps est un pragmatique. Je trouve que de pas avoir cette arme dans ta manche, c'est pas pragmatique. De pas pouvoir de temps en temps aller presser une équipe, je trouve que justement c'est un signe de dogme, au contraire de ce qu'on dit de Deschamps. C'est un signe qu'il y a un truc Ouais, qu'il aime pas faire. Il aime pas faire. Il ouais, aime pas le faire ouais. parce que c'est pas logique, non, parce que il aime pas. Il est pas à l'aise avec ça. Ouais, non, mais ça s'entend parfaitement. Mais Moi, je est-ce que trouve c'est vraiment. qu'ils veulent pas le Allez. faire? Mais attends, est-ce que c'est ce qu'ils veulent pas le faire ou je suis d'accord, mais j'ai trouvé en plus ce qui est le plus problématique, c'est que les fois où ils ont essayé de le faire sur la première heure avec leur équipe C'était classique, d'une pauvreté. Ouais, ils ont essayé 53 l'Argentine secondes, les sortait. gars. Non, 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 Raph, il y a, tu Non, sais, non, je veux ce que dire, je viens de montrer à ils la ont essayé 40e. de oui, non, mais ils ont essayé de manière organisée pendant 2 minutes. D'ailleurs, les 2 premières phases où tout le monde sort ensemble, l'Argentine perd le ballon, hein. Et après, tu sors plus ensemble et les Oui, distances sont trop grandes. Donc oui, j'entends ce que tu dis. mais c'est ce que je te dis. Ce qui est fascinant et ce qui est problématique, c'est que après, t'as pas les, ça se passe mal en fait quand tes adversaires sortent. T'as pas les, comme si tu n'avais pas les réflexes ou t'as tellement pas l'habitude en fait que l'équipe pense pas ensemble dans ces moments-là.
Ouais, C'est Mais mais il y a plusieurs alors, moments où c'est même encore Giroud plus se grave presque. retourne, des trucs comme ça, où même Margoton fait la remarque, Elisa Oiseau aussi, ouais, y aller tout seul, ça sert à rien, faut y aller à plusieurs, mais alors, et c'était quelque chose qui a été alors, notifié par les commentateurs même. il y a 2 moments quand on parle du pressing français. Il y a un moment, c'est le pressing haut, qui lui n'existe quasiment pas. Quand je parle de pressing haut, c'est-à-dire le ballon est dans les pieds du gardien argentin ou des centraux argentins. Est-ce que l'équipe de France va les chercher? Ça, c'est très, très rare. C'est arrivé sur les 2 premières minutes et on a vu que ça a rendu des ballons. Après, ça s'est plus passé. Pourquoi? Parce qu'après, quand l'équipe de France est en bloc médian, voire bloc bas comme l'a montré Dan, il y a pas de on l'a dit plusieurs fois, on ne sait pas quels sont les déclencheurs. C'est-à-dire qu'il y a pas de manière d'orienter le pressing quelque part pour permettre à plusieurs joueurs d'avancer ensemble, faire reculer l'Argentine et les amener à un moment à soit allonger, soit à perdre le ballon en essayant de jouer à l'intérieur. Et donc à un moment, tu es obligé de tu sors, mais tu sors, soit il y en a 2 qui sortent, mais dans le dos, il y a trop d'espace, donc un joueur est trouvé libre. Souvent Enzo a été trouvé libre, Enzo Fernandez dans le dos de Giroud ou Griezmann quand il sortait. Soit tu sors, mais t'orientes nulle part, donc il y a un mec qui sort, il se fait éliminer sur une feinte ou il se fait éliminer par un jeu en triangle et derrière, il y a un joueur qui est complètement libre, donc le reste du bloc doit reculer. Et ça, c'est quand même un mais c'était rappelez-vous contre la Suisse, le huitième de finale à l'Euro, la première heure du match, c'est les mêmes problèmes. C'est-à-dire que l'équipe de France n'arrive pas à presser la Suisse. Et ensuite, tu vas chercher haut un peu naturellement parce que tu as besoin, c'est de la révolte, tu gagnes des ballons, tu as des joueurs de meilleure qualité que l'adversaire, tu mets des buts top, notamment le but de Pogba et tu reviens. Mais voilà, moi, pour l'instant, ça n'avait pas coûté sur la Coupe du Monde. Bon, bah là, ça t'a coûté au moins le 0-2, et puis après, tu as réussi à revenir malgré tout. Mais je sais pas si la France pouvait physiquement, pendant la prolongation, tu vois, Zach, par exemple, remettre de l'intensité, aller chercher encore comme elle l'avait fait dans les 15 dernières minutes. Je Ouais. sais pas. Le match avait été long, même si beaucoup de joueurs avaient changé. Je me pose la question de quelle Parce qu'on a eu approche 7 était changements possible quand aussi même, avec pour le le staff. protocole commotion de Rabiot, on a eu 7 changements au total quand même, mine de rien. Malgré 2 qui sont arrivés très tôt, c'est vrai que on a eu de la chance sur ça, wesh, les 3 Je, 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 je littéralement réponds 7 à, je joueurs de réponds chance sur à, 10 ont changé, quoi. Zach, je réponds à mon amoureux sur le chat parce que je sais qu'il est obsédé, il pense à moi tous les soirs et il vient sur le chat juste pour citer mon nom toutes les 2 minutes. D'ailleurs, je devrais lui demander des droits d'auteur. Et il dit que je voudrais qu'on joue comme Liverpool. Non, je voudrais pas qu'on joue comme Liverpool, mais qu'on soit capable, enfin, que je dis on, je suis pas dans le staff, mais que l'équipe de France soit capable de presser haut de temps en temps, comme la plupart des Ouais, grandes ouais, mais comme équipes tu as dit, que ça fasse mondiales partie de sont l'arsenal, capables de quoi. le faire. Voilà, que ça fasse partie de l'arsenal. Ce serait, je pense, Il l'avait utile. fait, il l'avait fait sur la deuxième mi-temps contre la Belgique en Ligue des Nations, on en a parlé, et ensuite contre l'Espagne à certains Mhm. moments, et ça leur avait réussi. Voilà. Donc Comme c'est quoi. pas, non mais je veux dire, c'est comme disait Raph, c'est pragmatique d'avoir cet atout dans la manche. Mhm. Nécessairement arrive un point qui est important d'évoquer, voilà. Mais c'est un point où moi, alors j'ai du mal à lui jeter la pierre parce que voilà, très bon tournoi, tout ça, machin. Mais les pénaltys, les pénaltys, alors déjà, je tenais quand même à mettre l'accent sur Kylian Mbappé qui réussit à en marquer 3 dans le même match à Dibu Martinez et qui est monsieur 30% d'arrêt dans cette discipline, ce qui est quand même rarissime. Réussir à en marquer 3 dans le même match avec un peu de réussite par moment, c'est absolument dantesque. J'ai bien aimé le fait qu'il y aille en premier, voilà. Au moins, on n'a pas la frustration qu'il n'ait pas tiré. Mais après, derrière, Martinez qui arrête et Lloris qui, malheureusement, est très déficitaire. Il y a une compilation qui est sortie de ces 2 phases de penalty contre la Suisse et contre l'Argentine. Et c'est là où je dis que j'ai du mal. J'ai du mal parce que sur sa ligne, c'est un gardien extraordinaire qui nous aura sauvé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations. Il nous aura mis bien. Ce tournoi de Lloris est au global vraiment bon. Mais cette faiblesse sur penalty, elle te laisse quand même une frustration énorme. Et Qu'est-ce que vous avez envie en de fait, ce que peut-être je vous dire sur ça? disais on en parlait avant l'émission vite fait. Moi, j'ai eu je me suis dit: «Ce match est tellement dingue» et la séance de péno arrive. On en a parlé hier, on sait l'écart qu'il y a entre Dibu Martinez, le gardien argentin qui entre dans la tête des adversaires, et Lloris qui n'a pas l'habitude de briller sur ce type de situation. Mais je me suis dit, le match est tellement fou que peut-être qu'exceptionnellement, il va aussi se passer un truc fou pendant la séance de tir au but. Et finalement, c'est pendant cette séance de tir au but qu'il y a eu les choses les plus attendues et les plus normales, c'est-à-dire Dibu Martinez qui entre dans la tête des adversaires, même des super joueurs
comme Tchouaméni ou Coman. Et en face, Lloris qui finalement n'arrête pas un péno. Et donc, c'est la phase après un match de dingue, c'est la phase la plus classique, attendue que tu as sur ce match au final. On nous demande sur le chat pourquoi est-ce que Deschamps n'a pas pris un goal spécialiste des pénaltys. Bah, il y en avait un, mais il s'est blessé pour la compète, c'est Maignan. Ouais. Et à mon avis, il serait peut-être rentré pour la séance de tir au but si Deschamps l'avait eu. Tu penses que avec son Deschamps, dernier il aurait eu changement. les couilles de faire ça s'il y Ah avait eu bah Maignan? oui, mais tout le monde l'aurait fait, je pense, non? Tu connais Lloris, Maignan est un des meilleurs gardiens d'Europe sur penalty, hein. Euh, Mhm. je suis pas sûr qu'il l'aurait Franchement, fait. je te jure que je suis pas sûr de celle-là. Ah, mais pour moi, Je en dis tout pas que cas, tu pour dis des moi, bêtises, Raph, hein, mais mais je suis pas pour sûr de moi, celle-là. mais si tu avais eu cette option et que tu l'avais pas fait, pour moi, ça aurait été une faute. Parce qu'à un moment, il y a plus important que les égos. Tu sais que Lloris, il est pas bon à cet exercice. C'est pas de le blesser que de le sortir à ce moment-là. C'est pas comme si tu Mhm. changeais de gardien équivalent sur ce genre de truc. Mais franchement, c'est dommage. Maignan, je répète, Maignan est un des meilleurs gardiens d'Europe et au monde sur penalty. Il a des stats incroyables. Ouais, Donc, je sais, je sais. Après, je me rappelle plus la situation en Ouais, il 2006, était mais pas c'est un là. peu le même délire de quand on fait pas rentrer Landreau, non? mais en tout cas, Van Gaal l'avait fait en 2014 avec Tim Krul, hein. Avec Et Tim Krul, ouais. ils étaient passés grâce à ça. Donc, Mm. Tim Krul. bon, Et voilà. Areola, d'ailleurs, on demande est-ce qu'il fallait mettre Areola? Areola, Non, Coupe du franchement. Monde, attends, Coupe du Monde U20 en 2013. Ouais, vas-y. L'équipe de France gagne en finale contre. Il faudrait que je retrouve, mais je crois que c'est l'Uruguay. Je vérifierai ça. Et Areola fait une très bonne séance. Bon, c'était en 2013, donc je ne suis pas en train de dire qu'il fallait faire entrer Areola. Mais en tout cas, avec le maillot bleu, il a déjà fait une grande séance de tir au but. Oui, oui, Nabil, je sais, on dit sur le chat, c'était il y a 9 ans. C'était juste pour l'info, comme ça, vu que Maignan n'est pas là. Voilà, je pense pas que Mandanda aurait mérité d'entrer. Non, mais moi, je sais pas pourquoi les gens sont choqués t'es en finale de Coupe du Monde, à un moment, il y a plus trop d'ego, hein. C'est les tirs au but. C'est pas une question de, tu vois, enfin, je vais être vulgaire, mais le statut de Lloris, quand t'es en finale de Coupe du Monde avant une séance de tir au but, on s'en fiche. S'il y avait eu un gardien meilleur et vraiment meilleur sur cette phase-là, moi, j'ose espérer que le staff aurait fait quelque chose. Surtout quand t'as Maignan. C'est pas changer un mec qui est à 20% à un mec qui est à 18%. Il y a un mec qui est un des meilleurs du monde contre un mec qui est un des moins bons du monde. Mais en plus, moi, il y a un Maignan des était pas trucs qui sur le rend banc. ouf. Moi, il y a un truc Non, mais qui rend voilà. ouf, je trouve, et que c'est ultra visible. C'est l'impression visuelle que Martinez te fait dans les cages. T'as l'impression Ah, bah qu'il fait ça. 7,50 m d'envergure. Ah ouais. Il bouge, il fait des mouvements, il rend fou. Au moment où il tire, t'as l'impression qu'il sait Après, je pense que pertinemment quand tu vas croiser ou autre. Ça rend malade. Genre, ça rend malade. son Je pense que envergure, quand t'es son joueur, envergure, ça rend fou. son envergure, c'est aussi c'est un des rares gardiens de la Coupe du Monde qui, je pense, mange bien à la cantine, hein. Parce que ça joue dans son envergure aussi, Martinez, hein. Il a un côté Johan Cardinal avec du coup une plus grande carrière en équipe nationale, mais voilà, quand même, il est costaud le garçon. Mais par contre, je sais pas si vous avez remarqué, il est toujours parti du même côté. Il est toujours parti à Moi, droite, sur sa droite. ouais. Moi, franchement, même sur les petits penalties, genre notamment celui de Paredes ou même celui de Dybala, je pense qu'il y avait quand même mieux à faire. Après, c'est facile à dire, hein. Moi, dans mon canapé, dire à un gardien, ouais, t'abuses et tout machin, c'est difficile, tu vois. Mais je pense qu'il y avait quand même mieux à faire. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'ai répété parce que j'ai regardé le match avec des amis et je leur répétais, faut qu'on gagne dans le traditionnel, faut qu'on gagne, enfin dans le traditionnel, faut qu'on gagne dans le temps réglementaire, la prolongue, faut qu'on gagne, faut pas qu'on aille au penalty, faut pas qu'on aille au penalty face à Martinez. Et Martinez te sort un arrêt absolument exceptionnel sur Randall Colomwani. D'ailleurs, j'ai vu des débats, des personnes dire ouais, il aurait pu adonner, ouais, il aurait pu lober, ouais, nanana. Oh, les C'est mecs, dur, vous c'est êtes un des arrêt fous. Pour moi, monumental. vous êtes des fous. Genre, RKM fait exactement ce qu'il faut. Le ballon arrive, il met une bonne frappe. Pour moi, la frappe n'est même pas mauvaise. Martinez sort super vite, sort un arrêt dantesque. Ouais, franchement, c'est trop difficile de lui en vouloir, tu vois. Et Et contre donc, la du coup, Suisse, les gars, ouais. contre la Suisse l'an dernier, il y a Maignan, hein. Il n'entre pas, il me semble, hein. En Ouais, mais Il y a bien 2021, Maignan dans le groupe. mais il venait d'arriver dans peut-être. l'équipe. C'était Ouais, peut-être un mais peu ouais, c'est différent, vrai que tu vois. c'est vrai. Après, non, mais ça se trouve, il l'aurait pas fait, hein. Moi, je trouve ça dommage. Il y a quelqu'un qui a posté les stats là sur le chat. Contre Maignan, il y a 29% d'échecs. Donc les joueurs qui ont frappé contre Maignan, contre Lloris, c'est 15%.
Et je pense que dans les 15% contre Lloris, il y a pas mal de frappes pas cadrées, tu vois. Mhm. Donc, je pense pas que Mhm. ce soit 15% d'arrêt de Lloris. Donc, c'est du simple au double quand même la différence. C'est pas négligeable, hein, au moment quand tu arrives à ce niveau de compétition. Mais c'est terrible parce que si on analyse l'équipe de France, et en même temps, c'est aussi hashtag analyse, mais toutes les dernières compétitions qu'on perd dans des situations, que ce soit au penalty ou en prolongue, il y a toujours une occasion qui nous reste dans le crâne. 2006, pardon, il y a la tête de Zizou avec la claquette exceptionnelle de Buffon. 2016, le poteau de Gignac. 2021, la barre de Kingsley Coman dans les dernières minutes. Là, Randall Colomwani. Il y a toujours, dans les toutes dernières minutes, une grosse dinguerie. Genre, c'est fabuleux. C'est vraiment un truc de fou. Ouais, t'as raison, mais à la différence les matchs que tu as cités, donc l'Italie et puis je crois la Suisse, tu disais, non, le Portugal, pardon, La Suisse, l'Italie et le Portugal. Après, je dis Portugal. pas que c'est toujours les mêmes occasions, tout ça, machin. Je dis juste que Non, on a non, mais là, toujours, à quelques minutes des pénaltys ou du truc, dans les dernières minutes, une occasion, là, comme ça, qui nous reste en tête. C'est terrible. ouais, t'as raison. La différence, je pense que c'est que là, contre l'Argentine, l'Argentine a presque plus d'occasions. Bah, elle en Avant a cette une occasion dans de Colomboigny. elle en a une dans la Ils en foulée ont de deux, ouais. Colomboigny aussi, hein. Dans la foulée de Colomboigny, il y a Ouais. une grosse occasion pour Dans Lautaro de la tête. l'idée, avant, il y a des grosses occasions de l'Argentine, alors que typiquement le Portugal c'était plus fermé, l'Italie c'était plus fermé. Et là, tu te dis ah ouais, cette occasion vraiment c'est celle qui aurait pu faire basculer le match. Évidemment, si Colomboigny la met, c'est fini. Mais on peut, tu vois, je pense que les Argentins auraient pu se dire pareil. Alors que dans les autres exemples que tu as cités à juste titre, l'adversaire aurait pas pu se dire pareil. Tu vois? Et Mhm, d'ailleurs, mhm. si tu fais le bilan des occasions dans le jeu, donc excepté les pénaltys Ah oui, non, et les mais. coups de pied arrêtés, il y Ah a ouais. pas photo du tout sur le match, hein. Il y Ah a oui, non, mais, énormément d'occasions pour l'Argentine. ça, c'est absolument indéniable. Genre, si on veut être dans le mérite, entre guillemets, de l'équipe qui a le mieux joué, qui s'est procuré le plus d'occasions, qui a été la plus intéressante ou autre, l'Argentine mérite son titre, mais à absolument tous les égards, hein. On a des regrets en tant que Français, et notamment, je trouvais ça marrant de parler un peu de ce fait qu'on ait souvent des petites occasions comme ça sur lesquelles on pourrait avoir des regrets, mais sorti de ça, c'est vrai que les Argentins, ils ont également eu leur lot de choses marquantes, quoi. Mm. Ouais, et bon, on a quand même vu, c'est terrible parce que l'équipe de France perd en finale, alors que Mbappé met un triplé. On en a assez peu parlé au final d'un triplé. Il a marqué J'aurais un ses truc à 3 dire pénaltys. après, Dan. Vas-y. Il a marqué ses 3 pénaltys. Bah vas-y, Raph, je t'en prie. Non, sur Mbappé, est-ce que vous pensez qu'il est mis dans des bonnes conditions au final sur le mondial? Passer les poules, non. Ben, en fait, c'est très comment dire, euh, c'est le corollaire de ce qu'on a dit sur les difficultés de l'équipe de France en contre-attaque. À partir du moment où tu contre-attaques moins bien pour les raisons qu'on a données, c'est-à-dire position plus basse de Griezmann, Giroud Ouais. davantage sollicité mais qui n'est pas en capacité. Donc, à partir du moment où tu contre-attaques moins bien, la menace est plus concentrée sur Mbappé et puis tu le touches plus vite. Et donc, en fait, tu l'exploites mal. Enfin, en tout cas, tu l'exploites peut-être pas assez parce que l'adversaire peut se focaliser sur lui parce que tu contre-attaques moins bien. Dès que ta menace est plus déployée, dès que tu contre-attaques un peu mieux, et ben là, forcément, Mbappé trouve des espaces. Je ne sais pas ce que tu en penses, Raph. Moi, je pense que Deschamps répondra qu'il l'a mis dans les bonnes conditions puisqu'il lui a permis de ne pas défendre et en gros d'avoir sa zone préférentielle. C'est vrai. Ça, ce serait l'argument, principal. Mais quand tu vois le peu de ballons qu'il a eu exploitables, moi je pense qu'en fait, ce que tu lui permets de faire, ou de ne pas faire défensivement, malheureusement, ça te coûte tellement dans ce que tu fais avec ballon, que tu te retrouves plus perdant que gagnant dans ce que tu lui offres à lui. Tu vois, quand ça fait maintenant, si on compte à partir du match de l'Angleterre, Maroc, Argentine, tu as 3 matchs et pourtant Mbappé marque, hein. Tu as 3 matchs où tu le trouves pas dans les conditions favorables, contre des adversaires très différents, qui se sont ajustés. Et ça, c'est Ou quand à même un chaque gros fois, il est dans problème. des prises à 1, à 2, à 3, Ouais. où il est obligé de décrocher très bas, des trucs comme ça. Et je pense que c'est quand même un gros problème de cette coupe du monde et qui mérite, je pense, dans les années à venir une question, une remise en question, c'est comment l'utiliser pour non pas dépendre de lui, mais le sublimer, quoi. Là, sur cette compétition, tu as dépendu de lui, tu l'as pas mis, tu Oui, vois? Pour moi, toute l'anime offensive a tenu sur lui, ouais. pour moi, Largement. ça me fait penser aux mauvaises périodes de l'Argentine avec Messi.
C'est-à-dire qu'il y a Messi, bon, bah, il y a Messi. Est-ce qu'on se pose des questions autour de ça? Non, pas vraiment. Et ce que Scaloni a fait sur cette compétition et qui est très fort, c'est qu'il dit: «Oui, on a Messi, mais qu'est-ce qu'on va faire autour de Messi pour que Messi soit dans des conditions où il va avoir des ballons intéressants à jouer?» Et c'est pour ça qu'il y a McAllister qui est entré dans l'équipe à un moment, c'est pour ça qu'Enzo est entré dans l'équipe, c'est pour ça qu'Alvarez est entré dans l'équipe, alors que c'était personne en équipe d'Argentine jusque-là. C'est pour ça qu'Acuna, à un moment, a joué, alors que bon, c'est pas un fin technicien, mais il fait des courses dans la profondeur. Et aujourd'hui, la manière de l'équipe de France de jouer, elle est permise par Mbappé, mais elle ne permet pas à Mbappé, je trouve, d'être tout ce qu'il pourrait être. Et je pense qu'il y a quand même une question sur ce que tu peux faire dans les années qui viennent pour que justement Mbappé soit dans des meilleures conditions, parce que du coup, enfin, c'est dans les meilleures conditions sur ce mondial-là, il peut marquer je ne sais combien de buts, hein. Il a marqué 8 buts alors qu'il y a des matchs où l'équipe de France n'a pas attaqué quasiment. Mmh. T'es très Donc, philosophe, Raphaël, non mais ça te va très bien. Je pensais pas ça je pensais pas que t'avais cette c'est âme. non, mais c'est pas forcément philosophe, mais je pense vraiment qu'au départ, on se disait: «Ah, il est dans des bonnes conditions, l'équipe de France a Giroud, il peut s'appuyer sur lui, il est dans sa zone et tout ça» et au fil de la compétition, en fait, tout ça s'est étiolé et il s'est finalement retrouvé de plus en plus isolé et tu finis à la coupe du monde avec une phase de 15-20 minutes où avec Thuram, avec Kolo Muani, tu retrouves un peu Mbappé. Mais ce serait dommage de gâcher, les meilleures années de Mbappé. Je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais c'est un joueur qui a 23 ans, mais qui a déjà beaucoup joué. Là, on a vu Messi qui a 35 ans, c'était quand même miraculeux d'avoir un joueur dans cet état-là. Il reste, Mmh. 2 coupes du monde à Mbappé dans les meilleures années de sa carrière, donc à 27 et 31 ans. Tu sais jamais à quel moment ça arrive une coupe du monde. Est-ce qu'il sera en forme pour la coupe du monde en question? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il va pas en rater une sur blessure et ça? Voilà, il te reste 2 chances. Donc il faut que les 2 chances, tu le mettes dans des conditions incroyables et alors il y a l'Euro avant ça, bien sûr, il y a des Euros entre-temps, il y aura d'autres compétitions parce que la FIFA invente une compétition par année. Mais vraiment, il faut que son utilisation se transforme. Il fait une coupe du monde énorme par rapport à ce qui lui est proposé, Ouais, mais 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 voilà, il y a plein de questions autour de comment il est utilisé, je pense. on c'est aussi lui qui, d'une certaine manière, a peut-être pas réclamé la présence de Giroud, Ouais, mais qui se pose la question aussi, mais hein, bien sûr, ouais. mais comment dire? A l'a remise au goût du jour, expressément et du coup, oui, il y a cette question-là. Est-ce que finalement, dans le faire défendre à 2 devant, avec voilà, un deuxième offensif et avoir vraiment un joueur en plus du double pivot à gauche, plus un joueur qui occupe la largeur à droite, heu, est-ce que c'est pas, l'avenir de l'équipe de France? Moi, je pense que si. Je pensais que Deschamps allait y arriver un peu plus tôt dans Non, la pas compétition. Je pensais que Deschamps allait y arriver un peu plus tôt dans la compétition d'ailleurs, c'est-à-dire, un milieu supplémentaire, pour justement pouvoir jouer comme ça. Mais sans doute que ce sera le cas, après cette coupe du monde. moi, j'ai envie de peut-être terminer, je viens de voir un truc passer, c'est absolument terrible, genre un tweet qui vient de me crever le cœur encore, mais Anna Caro, une journaliste qui a dit: «Optana toujours, hormis Kylian Mbappé, aucun des 3 autres tireurs français n'avait marqué de penalty en professionnel dans sa carrière». C'est aussi pour ça que l'inquiétude est née à un moment chez moi, c'est quand tu vois l'équipe avec laquelle tu finis, alors ça te permet de t'attaquer avec le contre-attaquer et d'être bon sur les transitions, mais il y avait très peu de tireurs de pénalty dans la compo finale de l'équipe de France. Non, mais quand Très, même de très se peu, ouais. dire que Kolo Muani, Kingsley Coman, tu vois, des gens comme ça, Chouameni n'avait jamais tiré de penalty. Après, en soi, Chouameni, RKM, c'est jeune, mais de se dire qu'il n'avait jamais marqué de penalty en pro, ça, je trouve ça quand même, je trouve ça quand même dingue, je trouve ça quand même dingue. Mais nécessairement, ça nous fait arriver un peu sur la conclusion de ce match, sur la conclusion de cette compétition. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de l'avenir? Qu'est-ce qu'on pense de l'après? Qu'est-ce qu'on pense de l'Euro dans 1 an et demi? Euh, je tiens quand même à rappeler, et même si on le sait tous, que ça a été une compétition qui s'est construite avec beaucoup de blessés, beaucoup de blessés qui ont fait beaucoup de mal, je pense. Je pense que cette Mmh. équipe n'aurait pas été de trop avec un Paul Pogba ou autre. Voir notre milieu prendre de l'eau à ce point en finale,
Je pense que les absents n'y sont pas pour rien. C'est pour ça que je permets de relativiser un peu parce que perdre en finale, ça fout le démon. Se perdre en finale dans ces conditions, ça met vraiment la haine. Enfin, c'est pas vraiment la haine, c'est plutôt de la déception. Mais se rappeler quand même de ce qui a été fait avec 8 absents et des conditions peut-être pas hyper favorables, je pense que c'est important. C'est quoi la piste du next maintenant qu'on a perdu en finale comme ça? Est-ce qu'on a une belle génération, donc ça va? Est-ce qu'il y a certains cadres qui vont enfin, d'après vous, peut-être passer la main? Lloris Maignan, on parlait. Giroud, qui commence à être assez âgé. Griezmann, 32-33 ans. Est-ce qu'on peut encore en tirer quelque chose? Pogba en a 29. Donc, oui, c'est dingue de se dire que Pogba n'a que 29 ans. Mais Pogba en a 29, donc il n'est pas complètement encore finito. Je pense qu'il a encore du temps. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine compétition? Qu'est-ce qui va être mis en place? Qu'est-ce qu'on peut attendre peut-être de cette équipe de France, en espérant éventuellement que la prochaine soit aussi peut-être avec moins de blessés? Parce que malgré tout, et je finirai sur ça, sur mon propos, on a perdu, on est déçu. Il y a plein de choses décevantes qu'on peut. Mais pour moi, c'est pas une Coupe du Monde ratée. C'est une bonne Coupe du Monde. C'est Et clair. au regard des conditions qu'on avait, je ressors déçu, mais quand même fier et satisfait de ce groupe. Même avec une finale ratée pendant 75 minutes, même avec beaucoup de choses à redire, etc. C'est difficile dans mon cœur, à titre personnel, d'avoir vraiment quelque chose d'hyper mauvais ou un feeling hyper mauvais envers ces joueurs et ce groupe. Voilà, Ouais. Mais tu c'est mon parles de la avis, je vous suite. laisse y aller derrière. Tu parles de la suite. Évidemment, tu fais finale de la Coupe du Monde, tu peux pas dire que c'est une compétition ratée, et surtout quand tu es champion du monde en titre et quand tu as autant d'absents. Tu l'as bien démontré, Zach. Mais pour parler de la suite, on a vu une nouvelle fois sur cette Coupe du Monde que ce type de tournoi appartenait aux joueurs, aux, aux, aux talents. Les matchs basculaient sur des moments, sur des gestes qui parfois faisaient mentir le contenu. Et ce qu'on peut dire pour la suite, puisque c'était ta question, c'est que l'équipe de France a un vivier exceptionnel, que ce soit le vivier actuel, celui à venir, le potentiel des joueurs qui débarquent, même s'il y a quelques trous à certains postes, on en avait un peu parlé, mais tu peux quand même t'avancer vers l'avenir avec le sourire. Avec le sourire, parce qu'en plus de Mbappé, voilà, qui a mis 8 buts encore sur cette Coupe du Monde et qui est l'extraterrestre que tu retrouveras en fait dans 4 ans, bah, tu as un paquet de super bons joueurs qui arrivent et ça tombe bien parce que en général, c'est plutôt pratique pour bien jouer au foot, ou en tout cas pour gagner dans ce type de tournoi. Alors, ouais, je vais compléter ce que disait Dan, après, mais ouais, déjà, oui, c'est une coupe du monde réussie et pourtant, ça va peut-être contredire certaines des choses que j'ai dites ici, mais la coupe du monde, alors c'est du jeu, c'est de la tactique évidemment, mais c'est aussi, faire rêver ton pays en allant loin dans la compétition et quand tu es allé en finale et ben, tu as emmené ton pays avec toi. Donc déjà, c'est une compétition réussie sur ce plan-là, ça reste c'est un foot grand public, la coupe du monde, faut pas l'oublier. Nous, on est un peu trop parfois dans nos cahiers tactiques à penser à ça, mais là, la coupe du monde, c'est un événement pour le pays et c'est un événement national. Et ce que fait l'équipe de France, et je suis désolé, je vais voler ça à quelqu'un dont j'ai oublié le pseudo sur Twitter qui en parlait, qui nous comparait un peu à l'Allemagne des meilleures années allemandes. C'est-à-dire que l'équipe de France, même quand elle n'est pas parfaite, même quand il manque du monde, et ben maintenant, en tout cas avec des chances, il y a une équipe qui fait quart de finale, qui fait demi, qui fait finale. Parce que tu as un tel réservoir et maintenant une culture de ces événements-là, que c'est normal que l'équipe de France soit dans le quart ou dans le dernier carré. Et pour nous, bon, bah, on a même pas 30 ans. Alors Dan est un peu plus est du mauvais côté de la pente. Mais nous, toi et moi, Zach, on n'a pas encore 30 ans. Donc pour nous, ça nous paraît normal J'ai la finalement que l'équipe sagesse de France avec aille moi. loin dans une compète. Tu vois, on a connu 2010, qui était un drame. Mais sinon, ça nous paraît normal. En 2002, on s'attendait à faire le doublé. En 2006, tu vas en finale. 2010, bon, il y a le drame. 2014, c'est la reconstruction. Et 2018, 2022, tu es en finale. Donc on n'a pas trop connu de mauvaise période si on fait le bilan. Mais c'était pas toujours le cas. Donc déjà, c'est une compétition réussie. Je m'excuse d'avoir volé cette comparaison à quelqu'un parce que j'aimerais le créditer, mais j'ai oublié, j'ai pas retrouvé le Ah tweet. bah, y a pas de problème, tu reconnais que ça vient pas de toi, c'est déjà pas mal. Et la deuxième chose dont je voulais parler, c'est évidemment Enzo Lefebvre.
Donc on parle de reconstruction, on parle d'avenir. Je suis obligé de critiquer la Mais compétition. non, un score de Coupe du Monde, il a réussi à le placer. Il est très Jusqu'à fort. la Depuis Il est dernière non, fort, mais il est émission fort. du depuis Salon Tactique, il aura réussi à nous caler Enzo le fait dans toutes les émissions. C'est Mais un depuis le joueur, début fabuleux. de la il a pas besoin, compétition, vous en il a pas parliez. besoin d'une situation avantageuse, paf, il le glisse. Non, non, mais voilà. Non, mais je suis obligé. En plus, tout le monde l'a cité sur le chat, là. J'ai laissé un peu le suspense, tu vois. Non, non, mais alors, le groupe actuel, il y a quand même beaucoup de joueurs jeunes, hein. Kolo Muani, Thuram, Mbappé, Konaté, Upamecano, Théo Hernandez. Alors, latéral droit, tu as peut-être un Malo Gusto qui pourrait arriver à un moment ou un autre. Je l'avais oublié en parlant avec un collègue, Florent Tenuti, récemment, de qui pourrait arriver au poste de latéral droit. Bah, peut-être que ça va être lui. Tu le connais bien, Zach, en plus. Il a encore du Donc, progrès à faire pour être ouais, mais bon. Oui. valide pour les A. Mais il est encore très jeune. Mais il y a de bonnes choses. Moi, je le vois pas prêt pour une éventuelle équipe de France en peut-être 2-3 ans encore. Mais Bon, c'est si mon avis. Lloris s'arrête, t'as Maignan, qui a été champion d'Italie avec Milan et qui est quand même maintenant un gardien référencé. Voilà, il faut pas déprimer. Et puis moi qui suis éducateur et qui du coup vois les footballeurs, en tout cas franciliens, tous les week-ends, et ils étaient nombreux sur la pelouse, parce que l'équipe de France a fini avec 7 franciliens quand même, dans le 11 final. Ouais, j'ai vu ça, t'as tweeté dessus. Euh, Ouais. ouais, mais c'est quand même. Mais franchement, le niveau est toujours aussi dingue, hein. Il y a des joueurs qui arrivent dans les années à venir et qui vont être prêts à jouer à 17-18 ans, à des hauts niveaux. Ça va être quelque chose. Et je parle de l'Île-de-France parce que je la connais, mais il y a aussi d'autres régions de foot qui créent beaucoup de joueurs, hein. On peut parler de Lyon, on peut parler de la Bretagne, on peut parler de Marseille. Quand tu vois qu'à Rennes, il y a Désiré Doué 2005 qui joue, qu'à Troyes, il y a Audebert prêté par le PSG, enfin, qui est parti du PSG pour aller à Troyes, qui joue, qui est en 2004, qu'il y a Matistel qui part de Rennes, que Bayern 2005 qui joue, bon, voilà quoi. Il y a une régularité dans la formation maintenant qui peut te faire penser que ça va, le déclin n'arrivera pas. Après, il y a d'autres équipes qui ont mal géré la régénération et le Oui. renouvellement des effectifs. Ça a été le cas de l'Allemagne, ça a été le cas de l'Espagne à certains postes. Ce sera l'enjeu, je pense, pour la France, de savoir à quel rythme remplacer les anciens par les nouveaux, à quel moment, quelle place leur donner et lesquels choisir, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, hein. Quand tu vois les listes des sélections espoirs, U20, U18, en général, c'est costaud, quoi. Et de- Voilà. Et voir si mais- l'équipe de France va un petit peu moderniser certains aspects de son jeu. Est-ce qu'elle va être capable, à un moment, pas forcément de faire du jeu de position espagnol à l'extrême, mais sortir quelques ballons proprement, être capable de presser au par moment comme peut le faire l'Allemagne. Je pense qu'il y a que quelques pistes pour l'avenir de l'équipe de France, surtout que les joueurs qui sont formés sont prêts à faire ces choses-là, puisqu'ils sont tous vendus au Red Bull Leipzig à 18 ans. Donc il y a une bonne raison. Et donc du coup, à cet égard, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas beaucoup exprimé sur ce truc-là, je me permets de vous relancer. Et donc du coup, niveau cadre, niveau régénération, à votre avis, ça se passe comment Lloris, Giroud, Griezmann, d'autres joueurs comme ça, des joueurs qui ont une grosse expérience, une grosse histoire équipe de France, mais qui vont peut-être voir maintenant, à minima, leur influence peut-être diminuer avec le temps. C'est Ouais. quoi votre avis un Ça peu va sur ça? dépendre déjà. Déjà, Zach, ça va dépendre du sélectionneur. Si un nouveau sélectionneur arrive, c'est déjà plus facile pour lui de dire, allez, j'installe Mike Maignan par exemple, ou de discuter avec Giroud et soit de lui dire, écoute, ben, je te prends en remplaçant, ou si tu préfères prendre ta retraite internationale, je comprendrai, etc. Bon, si un nouveau sélectionneur, c'est peut-être plus facile sur ces deux, parce que pour moi, c'est les deux, hein. Loris et Giroud, c'est les deux sur lesquels il y a une interrogation. Griezmann, peut-être pas encore. Peut-être que dans 1 an et demi, Griezmann sera encore là. Alors à voir avec quel rôle, hein. Mais en revanche, s'il y a encore Deschamps et que Lloris dit je veux continuer, voilà, la question se pose. Même si on sait que Deschamps est aussi capable de trancher, de ne pas avoir de scrupules Mhm. s'il estime que finalement c'est préférable pour lui, pour ses résultats, de changer, etc. C'est un coach qui n'est pas rancunier et qui n'est pas forcément le plus assis sur des certitudes. Rappelez-vous, Valbuena, il avait fini par le Ouais, rappeler. Koscielny, il l'avait lâché alors qu'il était très important pendant Koscielny, il des l'a années et d'un coup, lâché il a fait et ouais. parfois sans beaucoup de comment dire, de considération. Regardez Benzema, ce qui s'est passé, le rappel, puis le départ. Donc, c'est aussi un sélectionneur qui est capable de faire ça. Après, voilà, tu nous demandais les cadres. Je pense que voilà, Giroud et Lloris, c'est ceux sur lesquels la question se posera forcément.
Raph, t'es d'accord avec ça? Oui, il y en a pas tellement d'autres. Je suis même pas sûr que Lloris, partirait d'ici l'Euro 2024, tu vois? Ça vient vite, hein, c'est dans 1 an et Mmh. demi, donc tu vois? Je pense que ça va Giroud, ce sera peut-être un peu dans trop longtemps. Griezmann, si c'est Deschamps, il y sera encore. Ça peut changer. Ce sera plus sur les joueurs, Parce que qui là, sont pas Lloris, forcément c'est indiscutables, tu 36 vois? ans c'est 36 ans dans une semaine, hein. Ouais, c'est Ouais, mais ça, c'est mais un gardien de gardien. Parce que but si après, tu tu cales pas vois? Maignan dans 1 an et demi, tu le cales quand? Parce que Maignan, je vais pas dire qu'il est plus tout jeune, Bah, parce qu'il est encore jeune, mais il a 27 demi ans. Si tu le ouais, fous, mais genre, dans 1 an et demi, Maignan, il aura quasiment 29. Donc ouais, mais c'est le s on fait mais quoi avec Maignan, c'est le tu vois? souci quand il y a un grand gardien, c'est que le mec, s'il fait 15 ans, bah, ouais, il y a il y a il y a 2-3 générations de gardiens qui passent à la trappe. Rappelle-toi comment Coupé a dû attendre pour Barthez. Ouais, Il a c'est attendu vrai. et finalement Mais après, quand il a pu le faire. Coupet n'a jamais eu notamment enfin le pédigré monstrueux d'un Barthez, tu vois. Genre, Non, alors non, que là, mais Maignan actuellement, dans sa forme actuelle, tu pourrais aussi penser que ça pourrait être un upgrade. Alors, après, je vais dire un upgrade parce que c'est dur, parce que Lloris fait quand même encore un bon tournoi à 35 ans. Mais sur certains points, que ce soit jeu au pied ou penalty, tu sais que tu gagnes aussi avec Maignan. Donc, c'est vrai que c'est particulier, quoi. après, je pense que Ouais, la on nous question, ce sera demande. plus sur les joueurs pas indiscutables. Donc les joueurs pas indiscutables, c'est couloir droit, c'est en neuf, si c'est pas Mbappé neuf, donc les 2 qui vont accompagner Mbappé offensivement, qui ce seront? Heu, Est-ce que Tchouaméni va garder sa place si Pogba revient? Est-ce que Kanté peut revenir dans l'histoire? Si oui, quelle place Ouais. pour Rabiot? Quelle place pour Ouais, quel Griezmann? latéral droit est-ce que Dembouz va continuer à être utilisé Est-ce après sa est-ce que finale vraiment ignoble? Est-ce que dans l'axe, si Upamecano et Konaté continuent à ce niveau et que Varane avec Manchester United n'est pas souverain, est-ce qu'à un moment, tu as une fenêtre pour te dire: «Bon, bah, Raph, peut-être que c'est là où tu vas laisser ta place parce que les joueurs sont plus performants»? Tu vois? Mais après, il a un historique tel en équipe de France que ça me paraît peu probable. Tu as Hernandez Théo, il a l'air quand même plutôt bien installé à gauche. Il n'y a pas trop de concurrence, de son niveau. Et après, tu as le latéral droit. Donc au final, tu as quand Bon même pas mal après, de place qui entre les retours de blessures, les anciens qui peuvent continuer à s'accrocher, les nouveaux qui sont forts, sont pas garantis, hein. Il y a un mec qui est sûr de Ouais, jouer, il y a un mec qui est sûr de jouer, c'est Mbappé, hein. Faut être clair, il y a El c'est Niño le dans le seul. chat, il dit un truc très intéressant, mais il dit l'Euro de 2024 doit aussi donner de l'expérience pour être prêt en 2026. Ouais, En mais ça, partant du principe qu'il y t'es l'équipe aura, de c'est l'équipe de France. Non, non, mais France nouveaux. qui t'es joue l'équipe pour de regagner France. la Non, compétition. Il y non, a pas non, de. il y a pas Ah non, bien de sûr. Ah non, mais alors, pause. Bien sûr que l'équipe de France joue pour la gagner. Et moi, pour être honnête avec vous, on a perdu à CDM. Je serais bien content qu'on le prenne, l'Euro. Tu vois, ça fait 20 ans qu'on l'a pas pris, 2016 et tout. Moi, l'Euro 2024, je signe tous les jours. Mais ce que j'essaye de dire, et je pense que c'est ce qu'il voulait dire aussi et que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'en vue de la CDM 2026, l'Euro 2024, s'il y a des nouveaux intégrés dans le 11, donc que ce soit un Maignan, un éventuel nouveau latéral droit, un éventuel nouveau ailier droit aussi, parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi se poser cette question d'ailier droit avec est-ce qu'on garde Dembouz, est-ce qu'on réintègre Coman, est-ce que RKM, on en fait quoi? Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait aussi pour le poste de neuf si c'est pas Mbappé? Parce que je pense pas que ce sera Mbappé à titre personnel. Toutes ces questionnements, je pense que ça va amener un changement, une rotation dans ton cercle de titulaires de peut-être, je dis une bêtise, mais 40-50% des joueurs, tu vois, qui ont peut-être un peu changé dans ce 11-là, tu vois. Ailier droit, arrière droit, peut-être central, peut-être un mec au milieu, mais peut-être le moi, gardien, tu vois. On est sur je pense que carrément c'est 50% de rotation. Et donc, du coup, je pense que cet euro, en plus de vouloir le gagner, bien sûr, ça va être aussi l'occasion pour toi de donner de l'expérience à des gens qui n'auront pas encore l'habitude d'être titus en bleu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. moi, la question, je pense, c'est surtout qui des remplaçants. Donc entre ceux qui sont sortis là dans ce match-là, Giroud, Dembélé, compagnie, et des mecs qui ont pas joué dans cette, Euro beaucoup, Verretou, Guendouzi, Areola, Disasi, qui sera là? Là, je pense que ces Il y en a beaucoup joueurs-là, qui vont sauter, hein, s'il n'y a pas 8 absents. ouais, Enfin, il y en a Oui, mais beaucoup qui ça ont permet profité du fait qu'il aussi y avait de 8 ça blessés. permet Hein. de répéter. Ça permet de répéter aussi que les remplaçants dans la constitution de ton groupe pour une compétition, c'est pas forcément, les meilleurs joueurs du 12e au 26e, dans la hiérarchie et que parfois, certains sont là aussi parce que tu as besoin d'avoir des joueurs quand même qui savent vivre avec ce statut. Alors je sais que Ouais, c'est des pas très profils, des cool de trucs comme dire ça aussi. ça. Non, mais surtout vivre avec ce statut pendant un mois et pas jouer et pas foutre le bordel ou pas plutôt c'est pas foutre le bordel, mais plutôt, ne pas montrer trop de frustration, ne pas, tu vois, amener une ambiance trop Ouais, morose. accompagner le C'est truc, aussi quoi. ça fait partie
ouais, en fait, tous les coachs, tous les sélectionneurs, toutes les équipes qui ont gagné nous expliquent ça et on doit aussi le prendre en compte. Donc effectivement, peut-être que le remplaçant du titulaire, le remplaçant à venir des titulaires d'aujourd'hui ne seront pas à chercher dans cette liste, effectivement. Très intéressant, très très On nous intéressant, demande mais c'était un important, hein. point coup de pied arrêté, mais alors, puis avant Bah, de finir, non, mais j'aimerais bien sur le chat que vous me disiez ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez remarqué quel était le point coup de pied arrêté du jour, quoi? Je sais pas, Moi, si je peux mais répondre avant que tu parles, mais moi, allez, dans les coups de pied arrêtés, bah, la défense des Argentins sur corner, qui ont adopté ce dont on avait parlé, des gars qui ralentissent pour ensuite des mecs en zone prêts à les accueillir quand les mecs arrivent lancés. En tout cas, ça, je l'ai remarqué et on en avait parlé. Et c'est un peu comme ça que l'Argentine l'a abordé. Bah, après, je dis pas que c'est pas la première fois du mondial, on en a parlé plein de fois ici, mais ça je l'ai remarqué, quoi. et l'événement, Zach, l'événement coup de pied arrêté et un événement relatif par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette finale, c'est que comment arrive le dernier penalty de l'équipe de France? Sur un Heu, second ballon. il y a d'abord un changement fait sur corner défensif. Ouais, C'est Pezzella qui rentre pour McAllister sur le corner frappé. Donc il y a un changement de l'Argentine. On sait ouais. qu'il y a beaucoup de coachs qui n'aiment pas, faire des changements, sur des corners défensifs parce qu'ils estiment que ça peut faire baisser l'attention de l'équipe qui défend et évidemment, c'est le deuxième temps d'un corner où, Mbappé, frappe et il y a une main de notre ami Montiel. et, Donc et ce qui finalement quelque c part ouais. est mérité, parce que l'Argentine avait marqué sur contre de corner contre la Croatie, hein, donc ils ont été remboursés quelque part. Brozovic qui avait mis trop de Voilà, temps à tirer et que l'Argentine avait marqué là-dessus. voilà. Voilà pour le petit coup de pied arrêté, ça nous permet d'arriver gentiment à la fin de l'émission. Mais avant de vous introduire, donc de sortir un petit peu de cette émission, il y a monsieur Dan Pérez qui, je crois, avait un parchemin de remerciements. Je vais lui laisser la parole. Il voulait finir, je crois, gentiment Ah, l'émission sur quelques paroles merci avant Zach. que Non, on parle aussi. c'est pas un parchemin, non, mais je voulais juste en profiter déjà, bon, évidemment pour vous remercier, vous 2 et les gens sur le chat, mais juste remercier des personnes, quelques personnes qui ont aidé à faire cette émission. Donc je pense à Paul Arrivé, bien Oui, sûr, qui est notre spécialiste e-sport que tu connais Zach et qui oui. donc fera une émission, demain soir donc sur le e-sport et qui m'a pas mal aidé. On parle de ta volonté de faire cette émission depuis 4 ou 5 ans déjà, comme quoi les processus sont longs et donc voilà, il m'a pas mal aidé. Je pense à Maxime Maléco qui est le directeur artistique de l'équipe, qui a pris de son temps pour nous faire des jolies choses. Michael Busson également, les modérateurs et puis les gens, aux social media, etc. Voilà, qui nous ont aussi appuyés et pour pouvoir faire cette émission. Donc voilà, je voulais juste les citer pour la dernière, Zach. Je te remercie. Ah, c'est normal, c'est normal. Monsieur Raph, t'as des remerciements à faire peut-être ou... Ouais, à mon amoureux sur le chat, je le remercie d'exister. J'espère qu'il aura une actu Non mais lâche-le. maintenant qu'il y a plus de Twitch. Je sais pas comment il va faire Je sans moi crois le que t'es soir. amoureux toi aussi. J'espère qu'il aura une autre target. Non, mais tu sais, ça me fait un peu peur parce que tu sais, tu connais la chanson Stan d'Eminem, Zach? Ouais. Ouais, Ouais. bah, j'ai un peu l'impression d'être au début de l'histoire, tu vois? Donc j'espère que ça va Ouais, Il y a un mais m'aider. truc qui se construit en entre plus, vous. tu rentres dans son jeu, il te chambre et tout. Bah oui, mais moi je suis On comme aime bien, c'est ça, je suis mignon, taquin. c'est mignon, c'est Non, mignon, mais c'est mignon. vous remerciez Dan qui m'a proposé de participer à cette émission, Trop bien. qui m'a dit qu'il y avait quand même un peu de budget malgré les émoluments démentiels de Zach. Je savais, mais bon, ouais, c'est quelqu'un, Zach, donc forcément, il fallait que, tu vois, faut qu'il aille à Doha, le gars, donc forcément, Ah non, gars, non. faut bien rémunérer Zach, hein, au bout d'un moment. Hein. Je présente, j'aide, je fais... Ah bah Non, oui, bah non, oui. mais non, non, c'était un plaisir, c'était très cool. Merci aux gens sur le chat qui nous ont suivis, assez nombreux, hein, franchement, c'était très sympa. Et puis merci bah, aux gens qui nous ont suivis globalement et donné envie de faire cette émission tous les soirs. Puis merci à la Coupe du Monde qui nous a donné pas mal d'idées quand même, tu vois, sur cet ensemble de compétitions. On a eu des choses à dire. Donc, et merci à tous les gens dont j'ai volé les tweets sans me retrouver leur pseudo pour lâcher des bonnes analyses. Merci à vous. Ça m'a bien Et, aidé et, aussi.
Ça permet également de vous remercier énormément, les amis. J'espère que vous avez passé un bon mois. On l'a dit très souvent, mais c'était souvent les mêmes pseudos, les mêmes personnes qui passaient souvent tous les soirs, avec des audiences qui ont souvent bien progressé. C'était super cool. Je vois que certains réclament un retour. Bah, sachez que c'est aussi un de mes vœux les plus chers. J'espère qu'on pourra continuer peut-être l'émission sur des soirs de LDC ou d'autres. Je continuerai avec grand plaisir. Donc, on va essayer de mettre ça en place. On sait pas, on verra. Hein. S'il y a la possibilité, j'appelle messieurs de l'équipe pour qu'on continue à le faire parce que moi c'est vraiment un plaisir. Mais je tiens à remercier parce que vraiment au fur et à mesure de la compétition on a vu les chiffres monter, les viewers venir, les débats se mettre, les habitués être là, qui avaient tout le soir leur petit débrief. Et j'aime bien aussi cette façon de parler foot, plus tactique, plus jeu, moins peut-être des fois dans l'émotion ou le débat inutile, des fois d'arbitrage, d'attitude, de ci, de ça. On a essayé de parler foot différemment et je trouve que ça a été une chose qui est très bien. C'est même pas pour nous jeter des fleurs ou dénigrer ce qui se fait ailleurs d'ailleurs au passage. C'était juste pour parler un peu du fait qu'on le faisait différemment et c'était très cool. Donc je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien énorme. Je remercie également Dan et Raph qui ont su composer avec moi, chose qui n'est pas facile, je le sais. J'ai pu avoir aller à dos sur un coup de tête, à des moments à venir peut-être avec une coupe de cheveux pas toujours très assurée. Tous les genres d'aléas qu'on peut retrouver dans les émissions et je les remercie parce que c'était la première fois qu'ils venaient sur Twitch et tout en venant pour la première fois sur Twitch, ils ont assuré, ils ont géré, ils se sont vite adaptés à comment on interagit avec un chat, comment on se fait des amoureux, comment on se fait des haters, comment on a des gens très sympas et je pense que ça a été une expérience qu'ils ont kiffé et un petit peu différente de ce que vous faisiez d'habitude et j'espère que vous avez apprécié Twitch tout simplement et l'accueil que Twitch et la communauté Twitch Et oui, voilà, c'était une première vous pour a nous et réservé. merci, Zach aussi de nous avoir apporté, justement ton expertise, ta connaissance de la plateforme, C'est cool. ta bonne humeur, ta connaissance du foot et Et, et, c'était et, franchement, c'était super agréable comme expérience d'être sur Twitch. Ouais, vas-y, et il faut Raph. le dire, Dan, et sans duplex du Qatar, dont on gardera vraiment des souvenirs émus. Vraiment, c'était sublime, quoi. Il nous a régalé ce soir-là. C'était incroyable. Effectivement, c'était J'ai un bon adoré son moment. passage. Et Ouais en plus, et dans le pour chat, il a dit la meilleure émission du mois, elle était sans Zach. C'est le peuple qui a voté, hein, c'est pas moi. et et pour Raphaël et moi, vous pouvez nous retrouver, mais ça fait plusieurs années maintenant, mais vous pouvez continuer à nous retrouver sur l'équipe. Ouais. On écrit des articles, régulièrement, tous les jours pendant la coupe du monde. Bon là, peut-être qu'il y aura une petite pause, mais dès le début de l'année prochaine, ça reprendra. Donc on est sur l'équipe, on parle jeu sur l'équipe beaucoup, beaucoup. Donc venez aussi. Et ben voilà. Et ben écoutez, ça permet de conclure un peu. Le salon tactique, c'est terminé pour cette Coupe du Monde. On vous tiendra au courant d'éventuelles suites et on vous remercie encore une fois pour votre fidélité. J'ai vu que certains me posaient la question pour ma part. Je sais pas si je vais stream. Vous savez quoi? Je vais me prendre 5 minutes. Je vais voir si il y a le mental et le moral. Sinon, je lancerai demain matin. Mais j'avoue que là, je suis pas à fond. Je vais quand même regarder s'il y a moyen de se faire une thérapie collective. Donc merci à vous d'avoir suivi et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao! Salut tout le monde!